Est-ce que tu savais que tu pouvais générer des réservations de manière prédictible durant toute l'année et ça jusqu'à 3 mois à l'avance? Alors je sais que dit comme ça peut paraître exubérant, que ça peut paraître peu réaliste, surtout quand on voit un peu ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, le fait que c'est de plus en plus compliqué de sortir du lot, de se démarquer de la concurrence, peut-être que c'est quelque chose que tu connais aujourd'hui justement. Peut-être que tu as du mal à avoir des réservations, peut-être que tu as des réservations en dents de scie, peut-être que ton annonce a même disparu des résultats de recherche et que tu cherches justement à baisser tes prix pour avoir plus de réservations. Mais en réalité, tout ça, pour moi, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes d'un problème qui est plus profond. Et justement, à travers l'extrait d'un live que je vais te partager, que j'ai réalisé, tourné dernièrement, je vais te partager quels sont les leviers d'action que tu vas pouvoir implémenter directement dans tes locations courte durée pour booster tes réservations et booster tes résultats. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que l'objectif pour moi à travers ce que je te partage, c'est que tu aies une sérénité d'esprit dans le fait de remplir efficacement ton calendrier sans avoir à brader tes prix. Et ce que je vais te partager dans cet extrait, c'est issu de ma propre expérience, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que je fais de la location courte durée. J'ai commencé en tant qu'investisseur. Aujourd'hui, justement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Steven Giron, j'ai une agence de marketing spécialisée en commercialisation de location courte durée. On aide tout simplement les autres professionnels et les gérants d'hébergement touristique à booster leurs réservations et maximiser leurs revenus. Et comme je te l'ai dit, ce que je te partage, c'est issu donc de ma propre expérience, de l'expérience des clients que j'ai pu accompagner à ce jour, mais aussi un retour d'expérience concret grâce à des études qui sont faites, des études complètes. Et justement, dans cet extrait-là, tu vas voir à travers des chiffres concrets, à travers ces retours d'expérience d'études qui sont faites par des gros groupes, comment appliquer ces leviers d'action qui vont te permettre d'avoir des meilleurs résultats. Donc voilà, je t'invite à prendre des notes, te concentrer et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Salut Franck, en galère pour juillet, mais je pense problème de prix. Ah, c'est intéressant que tu soulèves le sujet du problème de prix. Parce que, en gros, justement, par rapport à ce que je vais vous partager ce soir, l'idée, c'est un peu de vous sortir de la tête les idées reçues par rapport au fait que si on n'a pas de réservation, c'est peut-être par rapport au prix, c'est peut-être par rapport aux photos. Ça peut faire partie de ces raisons-là, mais ça, souvent, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes d'un problème plus profond. Et avec le temps, par expérience personnelle, j'ai compris. J'ai cherché à comprendre, en fait, depuis que je me suis lancé dans la location courte durée, j'ai cherché à comprendre comment ça se fait que, assez rapidement, enfin, quand je dis rapidement, moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent pas, justement, je me suis lancé dans la location courte durée en 2016-2017, phase d'ascension où c'était encore correct, enfin, c'était assez, entre guillemets, assez simple d'avoir des réservations, mais j'ai compris assez rapidement que je devais mettre en place des actions, on va dire, plus structurées ou de manière plus professionnalisée pour, avoir des résultats prédictibles. La première année, c'était mitigé, on va dire. En termes de réservation, taux de remplissage, c'était OK. En termes de revenus générés, c'était pas fou. Mais deuxième année d'exploitation, quand j'ai cherché vraiment à optimiser, là, j'ai vraiment, on va dire, explosé mes résultats sur le marché. Donc, quand je parle d'exploser les résultats sur le marché, c'est vraiment l'idée que j'avais réussi à me classer premier de ma ville. Donc, quand je parle de premier de ma ville, c'était classement, par exemple, classement sur Booking, classement quand on pouvait voir sur RDNA en termes de chiffre d'affaires généré aussi, par rapport à ma typologie de biens. Donc, par exemple, sur un T2 que j'avais, j'arrivais à avoir un chiffre d'affaires parmi les meilleurs du marché, même comparé à des logements qui étaient front de mer, sachant que moi, mes hébergements n'étaient pas forcément front de mer. Et j'ai toujours cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que du moment où j'avais mis en place ma stratégie, et le fait d'avoir eu des résultats de manière prédictible, bah, comment ça se fait que moi j'arrive à avoir ces résultats alors que d'autres personnes non? Et en fait, pendant plusieurs années, en fait depuis le début, j'ai réussi à garder ces longueurs d'avance sur le marché, de sorte à ce que je puisse avoir des résultats du coup de manière prédictible, avoir constamment des bonnes performances. Donc c'est pas forcément en taux de remplissage que j'évalue personnellement la réussite d'une activité de location courte durée, mais plutôt en revenu généré et avoir, on va dire, effectivement un taux cohérent en termes de, enfin, un taux, ouais, un taux de remplissage versus le revenu généré qui est cohérent aux résultats attendus. Moi, c'était ça le but et c'est comme ça que je valide que une activité de location courte durée, elle est réussie ou pas. Et en fait, en identifiant ça, en cherchant en fait ce qui fait la différence sur le marché, j'ai compris avec le temps ce qui faisait vraiment la différence. C'est que, au final, j'avais compris inconsciemment que j'avais mis en place des leviers d'action qui me permettaient de comprendre d'un côté le processus de réflexion du voyageur, du moment de sa réflexion de son séjour jusqu'à sa réservation. Et c'est un peu l'objet de ce qu'on va voir ce soir par rapport à tout ça, c'est que je puisse vous décortiquer le processus de réservation d'un voyageur, parce qu'en fait, la réflexion à avoir dans votre activité, c'est vraiment le pôle le plus important, c'est de comprendre vraiment comment réfléchit un voyageur. Comment il passe de je décide de voyager à je réserve mon logement. Et l'erreur qui est souvent faite par rapport à ça, en tant qu'hôte, on va souvent se concentrer uniquement, par exemple, par rapport à son logement, à son offre d'hébergement, à son annonce, à son prix, soit baisser son prix, soit l'augmenter. Et justement, par rapport à ça, j'avais identifié aussi qu'il y a potentiellement, on va dire, trois niveaux.
Top. Donc, comme je disais, donc, premier niveau amateur, c'est celui qui se contente uniquement de, on va dire, d'être présent sur Airbnb, de se contenter de faire du Airbnb classique. Le pro, c'est celui qui va commencer à avoir une réflexion un peu plus profonde par rapport à son approche, qui va se concentrer peut-être sur, justement, évaluer un peu plus de ses chiffres, un peu à l'image de l'atelier qu'on a fait la semaine dernière, sur le fait d'évaluer, par exemple, comment apparaître en tête des résultats de recherche. C'est quoi les leviers à utiliser pour apparaître en tête des résultats de recherche? Ça mettre en place des actions en fonction de comment améliorer son annonce pour générer plus de clics, comment optimiser son système de conversion à travers son annonce, mais aussi qui va adopter une stratégie de visibilité un peu plus complète. Il ne va pas se contenter d'être que sur Airbnb, il va mettre en place des leviers de visibilité, on va dire, un peu plus élaborés, un peu plus ouverts que uniquement se mettre sur Airbnb. Et avec le temps, j'ai découvert aussi qu'il y avait un autre niveau, un niveau encore, on va dire, plus élevé même que le pro, c'est un peu le côté expert, un peu le côté élite, où il y a des hôtes qui vont réfléchir même en amont, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre de la prise d'information, de la décision du voyageur, de son séjour jusqu'à sa réservation. Ils vont essayer de mettre en place un ensemble d'actions de manière préméditée pour faire en sorte que le voyageur il ait toutes ses chances de réserver son hébergement. Donc c'est vraiment ça le cœur du sujet de ce qu'on va voir ce soir. Parce que c'est un peu, moi je vois ça un peu à l'image d'un joueur d'échecs. C'est, voilà, l'amateur il va penser qu'un seul coup, le pro un peu plus avancé, peut-être quatre cinq coups d'avance, et le maître il va penser jusqu'à 10 coups d'avance. Donc moi je vais vous apporter cette vision-là, de penser jusqu'à 10 coups d'avance par rapport à votre activité de location courte durée, sachant que si aujourd'hui vous n'avez pas tout en place encore une fois à ce niveau-là, mais c'est déjà d'identifier quels vont être les leviers les plus importants à utiliser, à connaître, à conscientiser pour faire en sorte d'améliorer votre stratégie de commercialisation pour louer efficacement. Parce qu'au final, ce que je vous partage, c'est uniquement de la stratégie. C'est de la stratégie, c'est de la tactique pour améliorer votre taux de remplissage. Là, on ne va pas rentrer sur le côté technique, ce qu'il y a à faire au niveau de l'annonce, ce qu'il y a à faire au niveau des prix. Tout ça, je l'explique de manière plus élaborée, plus avancée. Là, on va vraiment se mettre dans la tête du voyageur, comprendre comment il fonctionne, comment il passe de la réflexion à la réservation. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, comme je le disais, les quatre étapes du parcours voyageur. Qui sont vos réels concurrents sur le marché? Parce que là aussi, il y a souvent des idées reçues par rapport à ça. Et je vous partagerai, moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je ferais en termes de plan, justement, pour booster mes réservations, si j'étais dans une situation similaire et avec cette conscience de, justement, de savoir comment le voyageur réfléchit à sa prise de décision de réserver un séjour. Donc, ce que je vais vous partager, c'est issu, comme je l'ai dit, de ma propre expérience personnelle, de l'expérience aussi que j'ai recueillie auprès des nombreux clients que j'ai accompagnés, mais aussi par rapport à des chiffres concrets suite à des études qui ont été faites, des études statistiques qui sont faites par des gros groupes qui font ce type d'études-là. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, tout simplement, c'est d'aller chercher cette étude, un peu de la décortiquer. Donc, ce que je vais vous partager, ce sont des chiffres. Donc, je vais vous partager peut-être ce soir pas mal de graphiques. On va voir ensemble pas mal de graphiques, pas mal d'informations qui sont partagées à travers ces graphiques-là. Et ensemble, justement, on va pouvoir un peu les décortiquer. Je vous partagerai moi mon point de vue, ce que j'en retire par rapport à ça. Et vous, vous allez pouvoir aussi vous faire votre propre idée. C'est OK pour vous? On peut y aller? Ouais. OK. C'est parti, je mets le chat de côté, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et on y go. Alors déjà, pourquoi c'est important vraiment d'avoir cette identifier comment justement générer des réservations de manière prédictible. L'objectif, comme je dis, c'est d'avoir plus de sérénité d'esprit dans votre remplissage de calendrier. Pas vous prendre la tête à chaque fois, vous dire oui, je comprends pas pourquoi ça marche pas, je ne sais pas quoi faire pour faire en sorte que ça se loue. C'est quoi le problème? Est-ce que je baisse mes prix? Est-ce que j'augmente mes prix? Est-ce que je change mes photos? Voilà, le but c'est que vous ayez un maximum de sérénité d'esprit. Deuxième chose, pourquoi c'est important, c'est pouvoir mettre en place, comme je vous l'ai dit, la stratégie de commercialisation adéquate pour votre clientèle cible. C'est pour ça que je reviens souvent sur le point important de votre clientèle cible pour faire en sorte de créer une offre qui soit adaptée à cette clientèle cible, qui permette justement de vous avoir des réservations de manière prédictible. Et également, troisième point pourquoi c'est important, c'est que ça va vous permettre d'influencer la prise de décision de choisir votre logement pour le voyageur. C'est vraiment ça l'idée, c'est que on va utiliser des leviers d'influence que lui-même peut-être sur le moment il n'a pas conscience, mais que vous en les mettant en place, vous allez avoir, vous allez les conscientiser et vous allez comprendre que une fois arrivé à la fin de ce que je vous partage, quelque part c'est logique. Et même vous, je vous invite à réfléchir. Souvent, c'est ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir vous-même en posture voyageur. Mettez-vous par rapport à tout ce que je vous partage, mettez-vous dans la posture voyageur parce que en tant qu'hôte, le plus gros travail que vous allez avoir à faire, c'est vous réussir à vous mettre en posture voyageur. Donc, si parmi vous, vous n'avez pas trop l'habitude de voyager, c'est pas trop grave. L'idée, c'est que je vous partage justement comment réfléchir un voyageur. Mais moi, personnellement, qui ai pas mal l'habitude, on va dire, de voyager à travers professionnel, que ce soit pour du loisir, des vacances, en famille ou autre, bah, j'ai compris qu'il y avait un processus de réservation qui se passait qui part de l'objectif de séjour jusqu'à la réservation. Et comme vous avez peut-être identifié, peut-être il y en a parmi vous, ça fait peut-être longtemps qu'ils sont sur le marché, hein, parce que j'ai remarqué en discutant avec des autres qui sont là depuis, j'aurais dire, plus de 10 ans, on va dire, ça monte même 7, 8 ans, même plus de 10 ans, c'est que
Bah, à l'époque, ça fonctionnait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est confronté à une évolution de marché par rapport au mode de fonctionnement, au mode de voyage, de consommation du voyage des voyageurs. On voit par rapport aux nouvelles technologies qui se développent aujourd'hui. On voit l'évolution de marché par rapport au fait qu'il y a du monde sur le marché. On voit que les voyageurs réservent pas du tout de la même façon. Et l'idée, c'est de réussir à s'imprégner de tout ça. Les méthodes qui marchaient à l'époque ne sont plus forcément les méthodes qui marchent aujourd'hui. Donc peut-être qu'elles marchent, elles vont marcher certainement pour une certaine catégorie de, on va dire, de voyageurs. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à vous projeter, c'est justement sur la génération d'aujourd'hui, par rapport à une fois avec clientèle cible, mais aussi penser à anticiper la génération future qui seront vos voyageurs de demain. Donc c'est vraiment cette idée-là d'anticipation. Et la réflexion qu'on doit avoir, les questions qu'on va se poser, justement, quand je vous dis de se mettre à la place du voyageur, c'est poser les questions, qu'est-ce qui l'incite à partir? Qu'est-ce qui va le motiver à partir en vacances ou en voyage? D'ailleurs, ce que je vais vous partager en termes d'informations, c'est essentiellement basé sur du voyage type vacances. C'est pas forcément pour du déplacement professionnel, on va dire. C'est vraiment pour le voyageur qui va partir en voyage de vacances. Limite peut-être ses vacances de l'année ou pas, peut-être une semaine, 2 semaines, mais c'est on va dire son gros séjour de vacances. C'est comment il a la réflexion de cette prise de décision de voyage. Donc, combien de temps consulte-t-il les contenus en ligne? C'est aussi savoir à quel moment un voyageur décide de réserver chez vous. Ça aussi, c'est important à l'identifier et comprendre. Qu'est-ce qui va le motiver à réserver chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Comment anticiper également sa prise de décision et combien de temps à l'avance, en général, il fait sa réservation? Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'avoir de la sérénité d'esprit, de ne pas paniquer quand c'est des réservations, quand on voit que son calendrier est peut-être vide une semaine à l'avance, mais aussi anticiper sur le fait que un voyageur, il peut réserver longtemps à l'avance, mais ça va dépendre aussi de son séjour. Donc, comme je disais, première step, c'est comprendre comment le voyageur prépare leur séjour. Comment il prépare leur séjour. Comme j'ai dit, l'erreur, ça serait de croire que un voyageur, c'est un peu le profil justement des hôtes qui sont sur Airbnb, ils se disent, c'est certainement votre cas, hein, et il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça. C'est certainement, vous vous dites, ok, je mets mon annonce sur Airbnb, donc le voyageur, ce qu'il fait, il a une idée de voyage, il va aller sur Airbnb et il va réserver mon logement. Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, la réflexion se passe bien en amont. Et aller sur Airbnb, c'est vraiment, on va dire, l'étape quasiment finale. Mais avant ça, il se passe beaucoup de choses avant sa prise de décision de réserver. Et l'idée, c'est de comprendre que il est possible d'anticiper plusieurs semaines à l'avance son choix d'hébergement. Donc, on va voir ces leviers qui sont là. Donc, comme je l'ai dit, première étape, c'est d'identifier. Là, je vous montre des chiffres concrets. Je ne sais pas si vous voyez, dites-moi si vous ne voyez pas clairement. Pour moi, normalement, c'est OK. Quelles sont les ressources qu'un voyageur utilise avant l'achat de son voyage? Donc, avant l'achat de son voyage, c'est vraiment avant la réservation de son voyage. Et les ressources par rapport à là, encore une fois, par rapport à l'étude que je vous mets en avant, c'est une réflexion dans les 45 jours précédant l'achat du voyageur. Donc, le fait de passer à la réservation. Là, les chiffres que je vous partage, encore une fois, c'est une moyenne à l'échelle internationale. Ce que j'ai décortiqué, notamment dans l'étude que je vous partage, que je vous partagerai, si vous voulez, en lien pour que vous puissiez identifier, c'est que suivant les régions, les secteurs, que ce soit par exemple aux États-Unis, en France, au Japon, en Australie, la prise de décision du voyageur, elle peut être différente. Donc, un voyageur qui, par exemple, un Français, qui va voyager peut-être en France ou même à l'international, les chiffres peuvent être légèrement différents. Donc là, je vous partage la moyenne, même si je ne suis pas forcément fan des moyennes. Mais là, c'est vraiment pour vous donner de manière globale comment il réfléchit. Donc 80% agence de voyage en ligne. Quand on parle d'agence de voyage en ligne, ça va être tout ce qui est structure type Expedia, Booking. Il y en a d'autres qui existent sur le marché. Ça, ce sont des agences de voyage en ligne. Ça peut être aussi peut-être des sites historiques. Là, j'en ai pas en tête parce que je les connais pas spécialement. Mais comme je l'ai dit, ça va être plus, on va dire, du Expedia ou du Booking. Chose importante, là ce que je vous dis également, ça va vous servir à l'avenir et ça c'est une chose qui est vraiment importante à noter. Prenez en considération également que Airbnb et Booking, ça n'a rien à voir, dans le sens où Airbnb, c'est une plateforme de location de vacances. Quand vous allez sur Airbnb, ce que vous cherchez à louer, enfin ce que les gens cherchent à louer, c'est un hébergement. Peut-être une expérience en plus, mais de base, c'est un hébergement. Là où la différence se fait, et pourquoi aussi Booking, des types comme Booking, Expedia, peut-être moins en France aujourd'hui, mais aujourd'hui Booking gardera toujours plusieurs longueurs d'avance, c'est que c'est une agence de voyage en ligne. Je ne sais pas si vous faites vraiment la différence entre ça, entre une plateforme de location de vacances et une plateforme d'agence de voyage en ligne. C'est là où ça fait toute la différence aujourd'hui entre Airbnb et Booking. Par exemple, Booking, il propose des hébergements, mais il ne propose pas que des hébergements. Si vous regardez l'offre Booking, si vous avez, pour certains, cherché à réserver des voyages, des séjours sur Booking, il propose des transports en plus, il propose d'autres actions en plus. C'est pas la même chose que Airbnb qui propose uniquement de l'expérience en termes de location d'hébergement. Et c'est là où justement, bah, des agences de voyage en ligne, type Booking, se démarquent du marché parce qu'ils vont offrir souvent des formules, des packages complets
et des offres spéciales justement pour des personnes qui vont planifier leur séjour en mode agence de voyage. C'est ça la grande différence majeure. Donc comme vous voyez, ce qu'ils vont utiliser en majorité, ça va être ces canaux-là. Agence de voyage en ligne, comme je vous l'ai dit, moteur de recherche, type Google par exemple, les réseaux sociaux, le site web des compagnies aériennes, métamoteur de recherche de voyage. Tout ce qui est métamoteur de recherche de voyage, ça va être tout ce qui sont les comparateurs. Kayak, par exemple, ça peut être TripAdvisor. Ça, ce sont des comparateurs de voyage. Donc, ils vont aller faire un tour de tous ces sites-là. Donc, comme je l'ai dit, en majorité, donc 80% agence de voyage en ligne, 61% moteur de recherche, réseaux sociaux 58%, et ainsi de suite. Et on descend au fur et à mesure, avec les sites web d'hôtels ou d'hébergement directement, avec 36%. Donc ça, encore une fois, c'est une moyenne. Enregistrez cette information, gardez-la en tête, parce que ça va influencer pour la suite. Donc là, c'est uniquement pour dégrossir tous les leviers, en gros, sur lesquels vous allez potentiellement avoir de la visibilité ou au moins de la marge de manœuvre pour influencer la prise de décision du voyageur. Et par la suite, encore une fois, on va venir un peu plus en profondeur sur chaque aspect. Ensuite, comme je l'ai dit, deuxième point, c'est d'identifier le parcours d'achat du voyageur. Et ça se passe en 4 phases. Les 4 phases principales, ça passe de la phase d'inspiration, la phase de recherche en deuxièmement, ensuite la planification et la réservation. Ça, ce sont les 4 phases de prise de décision du voyageur, du moment où justement il décide de séjourner, enfin il décide de son séjour de voyage, jusqu'à la réservation finale. Et ça, je vous donne aussi des délais. Donc, ce sont des délais, on va dire, des délais de moyenne. La réflexion, 71 jours, elle se fait, c'est la durée, du coup, c'est la durée moyenne de réflexion de réflexion entre du coup la réflexion et la réservation. Et ensuite, il y a 73 jours à l'avance, il va faire sa réservation jusqu'à l'arrivée. Donc, il se passe à peu près un delta de 140 jours, comme on peut voir, entre le moment où il a l'idée de partir en vacances et le moment où il arrive chez vous. Mais dans cette période-là, du coup, c'est découpé en 2 phases. La phase d'inspiration jusqu'à la phase de réservation et ensuite la réservation et il réserve. Donc c'est ce moment-là, du coup, qui va être charnière, les 71 jours-là. Donc il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois à l'avance par rapport au fait de réserver chez vous, qui va être déterminant dans sa prise de décision. Et c'est sur cette phase-là, justement, que vous allez pouvoir travailler pour faire en sorte de l'influencer dans sa prise de décision. Donc c'est pour ça que j'ai changé justement dernièrement, tout à l'heure par exemple avec Johan, qui disait que souvent il avait des réservations 6 mois à l'avance, etc. Ça peut être une bonne chose, mais c'est aussi avoir cette réflexion que voyageur s'il réserve peut-être trop longtemps à l'avance, c'est peut-être que vous, sur le marché, vous n'êtes pas assez cher. Peut-être que oui, peut-être que non. Encore une fois, ça dépend qui réserve, depuis où il réserve. Moi, par exemple, pour vous donner un retour d'expérience, je sais que dernièrement, j'ai des amis qui vont partir en voyage, par exemple, plusieurs mois en Thaïlande. Eux, ou à Bali, je sais plus. Eux, ils ont réservé peut-être 4 mois à l'avance, 4 mois, 5 mois à l'avance, parce qu'ils vont faire un long séjour. Ce que j'ai marqué, justement, en termes de retour d'expérience aussi personnel, c'est que plus la durée de séjour du voyageur est longue, en général, potentiellement, il va s'y prendre plus à l'avance. Plus elle est courte, la durée de séjour, plus il va s'y prendre à la dernière minute. Donc, ce que je vous partage là, c'est uniquement sur mon retour d'expérience perso. C'est pas forcément des faits, j'ai pas de chiffres par rapport à ça, mais c'est un format que j'ai souvent identifié. Et par rapport aux 71 jours en question, il y a les 33 jours d'inspiration et après, donc un mois à peu près d'inspiration et un peu plus d'un mois pour la recherche et la planification. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est identifier, ce que je vais vous montrer également, c'est quelles sont les ressources du coup utilisées au cours du processus d'achat. Donc par rapport à chaque phase là, comment, par rapport à tout ce qu'on a identifié par rapport aux différents canaux, aux différents leviers, je vais zoomer ce graphique là. Dites-moi si c'est OK, vous le voyez bien. Normalement c'est OK. OK, je partage. Pour comprendre en fait par rapport aux différentes étapes, comme je l'ai dit, il y a la phase d'inspiration, la phase de recherche, la phase de planification et la phase de réservation. Et ce qui est intéressant d'observer, là je vous donne vraiment, ce qui est vraiment important, c'est que par exemple les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va être le contenu d'inspiration. Quand je parle des réseaux sociaux, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube. Les réseaux sociaux, si on se focus un peu plus là-dessus, on voit que sur la phase d'inspiration et la phase de recherche, donc c'est toute la période où la personne va chercher à identifier peut-être sa destination, où il voudrait aller, etc. Il va le faire sur ses réseaux sociaux. Par contre, au final, au niveau de la réservation, au moment où il décide de réserver, il va pas passer par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est juste un exemple par rapport aux réseaux sociaux. Après, il va y avoir les sites web de destination. Donc là, on voit sur la phase comment dire, d'inspiration, c'est là où il y a en gros, si on prend le top 3, c'est les réseaux sociaux, le site web de la destination. Donc quand on parle site web de la destination, c'est plus, j'imagine, par rapport au secteur, par rapport à la ville où ils veulent aller, peut-être par rapport à l'office du tourisme ou ce genre de site-là.
Donc, ou au début, ça va être une source d'inspiration pour en savoir plus sur le secteur. Ça peut être aussi les moteurs de recherche, comme je l'ai dit, à l'image de Google. Et au fur et à mesure, bah, les contenus d'inspiration, mais si on se concentre sur le top 3, on voit que c'est réseaux sociaux, site web de la destination et les moteurs de recherche. Donc ça, c'est une première information. Ensuite, sur la phase de recherche, on voit que c'est toujours les trois mêmes. On va revenir un peu plus hein, sur le fait de décortiquer chaque phase. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est de identifier à la phase de la réservation. Donc vous, ce qui va vous intéresser le plus, c'est sur cette phase-là aussi, à quel, sur quel support, du coup, ils passent leur réservation. Et de ce qu'on voit, de ce qu'on identifie, la majorité, ça va être sur les agences de voyage en ligne. Donc, quand on parle agence de voyage en ligne, c'est comme je vous l'ai dit, Booking, ça peut être Expedia, ça peut être ces structures-là. Peut-être même des agences plus traditionnelles qu'on ne connaît pas, mais qui proposent du coup des packaging de voyage. C'est un peu ça quand on parle d'agence de voyage en ligne. Ensuite, ça va être site web. Alors justement, ça, j'arrive pas bien à voir la couleur parce que j'ai l'impression que le site web d'application de vacances, c'est en dernier au final. Donc, site web d'application de vacances qui représente un peu plus de 40%, bah, c'est tout ce qui va être Airbnb, justement, par exemple. Mais j'ai l'impression que site web ou application de compagnie aérienne, c'est ce qui arrive en deuxième. Donc, ça, c'est plus pour bah, réserver, par exemple, tout ce qui est transport, vol. Et après, il va y avoir moteur de recherche ouais, en priorité. Mais comprendre que, voilà, à quel point c'est important aussi, on verra par la suite, d'être présent notamment comment dire, sur les sites type agence de voyage, comme je dis, type Booking. Mais ça fait pas tout. Alors maintenant, si je reviens, on va décortiquer les quatre étapes. Comme j'ai dit, première étape, c'est la phase d'inspiration. L'idée, c'est de comprendre à quel moment donc, il commence à envisager de voyager. En général, ce qui se passe, c'est que souvent, un voyageur, quand on remonte à l'essence même, c'est que la plupart, enfin un peu plus de la moitié, sont pas forcément clairs, en tout cas, sur leur destination. Ils vont avoir en tête une à trois destinations. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ils vont choisir leur destination en fonction bah, de plusieurs critères, mais aussi de la marque de voyage qui peut inspirer, influencer dès le départ aussi leur prise de décision. Quand ils le font, en général, quand je vous l'ai dit, c'est 73 jours avant de réserver, un peu plus d'un mois à l'avance. Ils vont passer à peu près un mois à s'inspirer, un mois à scroller justement sur les réseaux, regarder un peu les voyages, qu'est-ce qui se passe sur Instagram, qu'est-ce qui se passe sur Facebook, regarder justement par rapport à ça, ils vont demander à leur famille, est-ce que vous avez des recommandations de destination? Certains vont vont réfléchir à des destinations par lesquelles ils ont l'habitude de voyager. Donc c'est pour ça aussi que la réflexion sur le côté fidélité, quand un voyageur passe un bon séjour chez vous, c'est important de le comprendre. Ça peut être aussi en fonction des événements dans le secteur ou d'une célébration spécifique par rapport à eux qu'ils ont besoin de fêter. Ça va être aussi, ils vont être influencés aussi par la publicité, les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit, ou les autres contenus partagés. Et en dernier recours, ça va être par rapport à des conversations qu'ils vont avoir avec des amis, des collègues. Mais rien que par rapport à ça, ce qu'on peut identifier, c'est que l'importance par rapport au bouche à oreille que les gens vont recommander peut-être, une fois qu'ils auront séjourné chez vous, qu'ils vont peut-être recommander bah, d'autres personnes, justement, de leur famille ou extérieure, de repasser par chez vous. Là, c'est vraiment un critère important à identifier, le côté fidélisation. Après, le côté voyage habituel, etc. Donc ça, c'est assez classique. Et maintenant, sur le côté utilisation des réseaux sociaux, donc comme je vous l'ai dit, Instagram, Facebook, YouTube, là, ce qu'ils vont chercher, c'est plus le côté expérience, le côté preuve sociale. Qu'est-ce qui me donne envie d'aller dans ce secteur? Qu'est-ce qui me donne envie par la suite de réserver cet hébergement-là? Et du coup, par rapport à ça, eux, ce qu'ils vont chercher à consommer par rapport aux réseaux sociaux, c'est des idées de destination, c'est des recommandations, comme je l'ai dit, bah, si on regarde le top 10, recommandations et idées d'hébergement. Ça commence là. Contenu des amis et de la famille, c'est ça aussi qui va les inspirer. Contenu des influenceurs, des célébrités, etc. Mais c'est pour ça que la réflexion, encore une fois, là je vous parle de réseaux sociaux, notamment Instagram, que peut-être, j'imagine que la plupart d'entre vous n'utilisez pas, ou peut-être que vous avez peut-être déjà pensé justement à utiliser ce canal-là. Mais comme on l'a vu au tout début, ça peut être un bon canal à utiliser, mais avec cette idée que c'est un canal d'inspiration. C'est que si aujourd'hui vous utilisez par exemple ce canal-là, c'est de vous dire, OK, je fais du contenu, mais c'est pas forcément à but instantané de générer des réservations. Peut-être qu'une personne aura vu passer mon contenu, mais qui va réserver dans plusieurs semaines. Mais là, vu que j'ai partagé du contenu, je l'ai happé, je l'ai inspiré. Du coup, bah, s'il vient séjourner dans mon secteur, bah, je sais que, il va potentiellement venir chez moi et j'augmente mes chances, du coup, qu'il vienne chez moi. Donc, la stratégie, par exemple, avec les réseaux sociaux et notamment Facebook ou Instagram, c'est comprendre que vous êtes plus dans un contenu de type inspirationnel, pas forcément un contenu de réservé à tout près chez moi tout de suite. Ensuite, il y a un autre facteur, publicité. Publicité, là aussi, c'est déterminant parce que quand on parle de publicité,
Peut-être il y en a qui voient passer, peut-être pas forcément, mais certainement il y en a d'entre vous qui ont vu passer peut-être des pubs d'Airbnb à la télé. Il y en a peut-être qui voient passer des pubs notamment de Booking. Moi je le vois par exemple des fois sur, si je suis sur Facebook, je peux avoir des pubs Booking qui passent. Donc c'est un peu ça l'idée des publicités. Et encore une fois, pensez que quand vous payez une plateforme de réservation, quand on vous dit que vous avez des charges, des frais de 15 à 17%, quand vous payez des charges de 15 à 17% pour les plateformes, c'est comme si vous investissez un budget pub. Donc c'est elles qui font la pub, c'est elles qui vous ramènent des voyageurs. Donc enfin, pour moi, évitez de vous plaindre de payer des frais par rapport à ces plateformes-là ou de dire que c'est cher. Parce que c'est eux qui mettent un budget pub. Aujourd'hui, par exemple, Booking, je sais plus, mais à une période, je sais que le budget pub moyen quotidien, c'était à peu près 500 000 euros par jour. Est-ce que vous êtes capable de rivaliser avec une plateforme qui va mettre autant de budget pub aujourd'hui? Donc, c'est soit vous utilisez ces plateformes qui font de la pub pour vous, ou alors vous faites de la pub vous-même. Donc, soit tout seul en organique, sauf que ça prend du temps, de l'énergie, ou vous avez payé de la pub. Donc, ça, c'était petite parenthèse sur la publicité, mais comprendre que, encore une fois, le côté publicité, ça rime aussi avec la qualité de votre annonce. Parce que qu'est-ce qui est important dans les pubs? Bah, c'est le fait d'avoir des images exceptionnelles. Donc la qualité des photos, ça je reviens toujours dessus. La qualité des photos, c'est indispensable. C'est les promotions ou des idées. Pareil, quand je vous dis de mettre en avant des offres promotionnelles sur votre annonce, être constamment en offre promotionnelle, ça c'est ce sont des vecteurs d'inspiration, en tout cas d'influence de prise de décision du voyageur. Contenu mettant en avant des expériences intéressantes. Donc ça, pareil, au niveau de votre annonce, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant. Donc comprendre que la publicité, ça peut être publicité que les gens vont voir, par exemple, sur les différents canaux de visibilité en ligne, mais c'est aussi, une fois qu'ils sont sur votre annonce, qu'ils puissent retrouver ce qu'ils ont vu, par exemple, dans les pubs, que ça se retrouve naturellement sur votre annonce. Ensuite, la deuxième partie par rapport à ça, c'est la phase de recherche. Donc, à partir de la phase de recherche, l'idée, c'est d'identifier à quel moment, du coup, il va commencer à affiner son choix. La phase de recherche, c'est là où il se dit, OK, je suis inspiré, je vais affiner mon choix. Par rapport à ça, du coup, il va consulter en général justement les agences de voyage en ligne, puis il va comparer avec d'autres sources. Donc, il peut aller comme je dis, il peut aller par exemple sur Booking. Peut-être qu'après, il va aller pour avoir plus de clarté au niveau des informations, comparer les options différentes. Il va aller sur d'autres sources. Et là, ce qui est intéressant de voir justement, c'est que il va aller agence de voyage en ligne, donc type Booking, mais après, il peut très bien refaire des recherches sur Google. Il peut aller comparer, justement, identifier les différentes options en comparant sur des sites type TripAdvisor, Kayak, etc. Donc là, quand je parle de voyage, encore une fois, mettez-vous dans la tête que c'est voyage global. C'est pas uniquement l'hébergement. Mais c'est important de comprendre ça et vous allez comprendre vraiment à la fin de ce que je vous partage pourquoi c'est vraiment important de réfléchir et de comprendre le voyage dans sa globalité et pas uniquement la recherche d'hébergement. Donc voilà, il va s'inspirer des réseaux sociaux, du site web, etc. Donc c'est assez homogène. Et on le voit aussi par rapport à sa phase de recherche. Il n'est pas forcément encore dans une phase où il sélectionne directement son hébergement. Il est en recherche, il identifie les différentes options, mais il se fait déjà une idée. Donc à travers du coup les sites web de la destination, moteur de recherche, etc. Et on voit ce qui est intéressant, c'est qu'on voit suivant les pays, c'est pas forcément les mêmes proportions. Une autre chose à identifier aussi par rapport aux agences de voyage, comme je l'ai dit, ça complète un peu ce que j'ai dit, c'est que en fait souvent un voyageur, il va aller quand même sur des sites comme Booking, même s'il réserve pas dessus, il va aller voir les options. C'est ça. Il va essayer de croiser les informations pour identifier si c'est pertinent de passer par cette plateforme-là ou de passer par ailleurs. Et pour tout achat en ligne, 80% des voyageurs, justement, passent par des agences de voyage en ligne. 61% avant d'effectuer leur séjour sur le site d'un hôtel ou d'un site, par exemple, votre propre site personnel. Donc là, ça peut être site d'un hôtel ou si vous avez un site personnel, ça peut être votre site personnel. Donc là, après, on parle de location de voiture, location de compagnie aérienne. Donc ça, c'est plus en rapport avec les transports. Mais comprenez encore une fois que ça passe par là. Il va comparer constamment. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une présence de votre image de marque, de votre marque, concrètement, soit sur votre site web, si vous avez déjà un site web, et également sur les autres canaux de visibilité. C'est pour ça que je vous dis toujours ne négligez pas ces canaux de visibilité. Même si vous êtes dans une démarche à vous émanciper peu à peu de ces canaux de visibilité, mais c'est que, encore une fois, le voyageur, il compare. Il va essayer d'identifier les différentes options possibles et plus il vous voit, imaginons, quelqu'un veut réserver un séjour, il va aller peut-être sur Airbnb, il va aller peut-être sur Booking, il va aller peut-être sur Google. Mais imaginons, il vous voit partout, Airbnb, Google, Booking, il y a plus de chances qu'il vous réserve. Alors que s'il vous voit uniquement sur Airbnb et qu'après il va aller sur Booking, il vous voit plus. Là, vous êtes déjà peut-être potentiellement éliminé et qu'après il va aller chercher sur Google, vous n'êtes pas présent, vous allez sortir aussi de l'équation. Donc pensez à ça par rapport à la présence de la marque et aussi veiller à l'exactitude des informations partagées.
aussi aux tarifs qui soient cohérents par rapport aussi à la disponibilité pour rester justement en tête des préférences des voyageurs. Parce que, en fait, ce qu'il va chercher à identifier à partir de cette phase de recherche, c'est que par rapport à ce que vous partagez comme information, que tout est cohérent. Que, imaginons, il vous voit sur Airbnb, il vous voit sur Booking, que les informations, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises, que s'il y a des prix, bah, comprendre, est-ce qu'il y a une différence de prix ou est-ce que les prix sont homogènes? C'est pour ça que vous pouvez peut-être avoir un écart de prix entre Airbnb et Booking, mais il doit être très léger, il ne doit pas être disproportionné. Pareil par rapport à votre site perso, parce que c'est ce qu'il va identifier par la suite, pour se dire, OK, par rapport aussi aux disponibilités, est-ce que les séjours que je vois en termes de disponibilité, ils sont les mêmes sur toutes les plateformes? Ou est-ce qu'au contraire, sur une plateforme, je vois qu'il a ça comme dispo, sur l'autre, c'est encore d'autres disponibles. Et en fait, si c'est pas clair en termes d'informations que vous partagez, encore une fois, comme je vous dis, bah, vous sortez de sa réflexion de choisir de réserver chez vous. Troisième étape, c'est la phase de planification. Planification, on arrive quasiment à la fin du tunnel. C'est là le choix décisif parmi les options qu'il aura identifiées. Donc là, si on revient à ce que j'ai dit, il va s'inspirer, il va définir plusieurs options possibles. Et là, il se dit, OK, j'ai peut-être sélectionné un panel de trois options possibles, trois, quatre, cinq options possibles dans la phase de recherche. Et là, l'idée, c'est que j'affine tout ça. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est important d'identifier, c'est que quand un voyageur réserve un séjour, en général, il va se poser la question du transport et de l'hébergement en même temps. Donc potentiellement, il peut faire cette réservation en combinant les deux. Je sais pas, vous-même réfléchissez hein, quand vous partez en déplacement, en voyage ou autre. Mais en général, quand vous partez en séjour de déplacement, vous allez aussi bien réfléchir au transport qu'à l'hébergement. C'est peut-être un détail insignifiant, mais vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Parce que, au final, le transport fait partie aussi du séjour. Bah, pour se rendre à la destination, c'est important de l'anticiper. Donc, il peut voyager en avion, il peut voyager en train, il peut voyager en voiture. Mais ça, c'est important de le comprendre pour la suite. Et il va réserver, du coup, son hébergement en même temps. Suivant certains profils de voyageurs, suivant aussi certains pays, comment dire, certains vont faire le transport puis l'hébergement, et dans d'autres pays, ils vont faire déjà l'hébergement puis le transport. Et certains vont le faire en même temps. Mais comprenez que c'est une gymnastique où les deux se font en général plus ou moins dans la foulée. Encore une fois, réfléchissez, mettez-vous à la place du voyageur, vous qui avez déjà voyagé, et c'est normal, vous réfléchissez aussi par ça, comme ça. Et par rapport à la phase du coup de planification, c'est quoi les ressources utilisées? Bah, c'est un peu toujours les mêmes. En priorité, ça va être les agences de voyage en ligne parce qu'elles proposent en général souvent des formules, des packages, tout compris. Ils vont identifier à ce moment-là justement les options de paiement également, l'utilisation de leurs points de fidélité, on va revenir là-dessus par la suite, des formules complètes. Ils vont évaluer aussi les avis, etc., pour prendre leur décision de réserver. Donc ça, c'est toutes les informations qui sont prises, on va dire, conscientes ou inconsciemment de la part du voyageur, mais que vous devez identifier pour comprendre comment ils réfléchissent par rapport à ça, et vous, comment vous allez faciliter sa prise de décision de votre hébergement par rapport à toutes ces questions qu'il va se poser lui-même. C'est vraiment l'idée, encore une fois, mettez-vous à la place de lui. Il réfléchit comme ça, ok, option de paiement, utilisation des points de fidélité, la formule, est-ce qu'il propose des formules ou pas, l'évaluation, les avis. Et moi, comment je vais pouvoir mettre en place des actions qui vont faire en sorte que, bah, s'il réfléchissait à tout ça, comment moi je rends ça plus fluide dans mon approche. Et là, je vais vous partager du coup les facteurs décisifs au final dans sa prise dans le choix dans le choix d'une marque justement de voyage pour la planification de son séjour. Là, on voit que c'est par rapport aux différents formats, que ça soit là, on va se concentrer sur la location de vacances par exemple, où on voit en termes d'importance pour lui, bah, ça va être le prix sur les voyages. Donc, le prix, il y a nuance à faire. Quand on parle du prix, on le verra par la suite, c'est pas forcément le prix le moins cher. Un voyageur, quand il va chercher une destination, à séjourner dans un hébergement ou pour son séjour, il va chercher le meilleur rapport qualité-prix. Ne confondez pas la recherche du prix, donc le prix le plus bas, versus le meilleur rapport qualité-prix. Un voyageur, quand il fait une réservation dans un hébergement classique, quand je parle de classique, c'est tout ce qui va être du bas de gamme au haut de gamme, c'est qu'il va faire constamment comparer le rapport qualité-prix. Quand on se dirige sur un format plus de luxe, le prix n'est pas du tout un facteur principal. Mais là, c'est pas l'objet. Et j'imagine qu'il n'y en a pas forcément parmi vous qui font des logements de luxe. Mais du coup, quand on fait sur du format plus classique, c'est le rapport qualité-prix qui prime, mais pas le prix. Ça va être la facilité de l'utilisation du site de réservation. Donc, que ce soit les plateformes de réservation en ligne classiques, mais si vous avez justement un site internet, c'est de comprendre l'importance de l'expérience utilisateur sur un site internet. S'il voit qu'il y a trop d'onglets, que c'est trop compliqué à réserver, qu'il y a trop d'étapes, ben en fait, si vous avez un site internet, vous pouvez passer à côté de ces réservations-là.
Autre option aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés. Donc, pas de frais cachés, c'est qu'il ne identifie pas que, par exemple, il va faire son séjour, il va décider de son séjour et qu'il y a une petite ligne qui dit que arrivé au logement, vous allez payer, par exemple, du linge de maison. Je dis ça en retour d'expérience parce que j'ai vécu ça dernièrement. Et pour moi, ça, c'est une des pires expériences voyageurs à vivre. Quand vous réservez un séjour, vous pensez que tout est pris, tout est compris parce que c'est marqué dans les options. Mais qu'au final, une fois que vous avez réservé, on vous dit dans un message, vous avez en option le linge payant. Bah non, c'est clair dès le début. C'est pour ça que je vous dis, pareil sur des sessions précédentes, que l'importance du packaging. Donc, soit on fait des offres tout compris, soit on fait des offres basiques avec des upsells derrière, mais c'est important que ce soit clair. Ne jouez pas sur des frais cachés, mettez-le clairement dans votre annonce. S'il y a des frais en option, mettez-les que c'est en option, que ça sera en supplément par la suite. Voilà, ne tombez pas dans ce piège-là. L'expérience antérieure positive, donc ça c'est tout ce qui va se concerner les notes et les commentaires positifs, donc ça c'est important aussi. Les options de paiement, donc là j'imagine que c'est plus, bah non, même par rapport aux locations de vacances. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui savent ou peut-être pas. Sur Airbnb par exemple, un voyageur quand il fait une demande de séjour, il peut payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est une option que Airbnb a mis en place, que par exemple Booking n'a pas, qui fait peut-être une différence. Parce qu'un voyageur qui va séjourner quelque part et qui peut payer en plusieurs fois, bah c'est tout bénef pour lui. Donc pensez à ces options de paiement. Annulation flexible, donc c'est aussi voilà, tout ce qui est de flexibilité par rapport à sa réservation. Parce qu'il y en a, ils vont réserver longtemps à l'avance si ils ont de la flexibilité sur le fait d'annuler gratuitement ou peut-être d'avoir des frais amoindris par exemple, pardon, par rapport à l'annulation qu'ils vont avoir par rapport à leur séjour. Ça aussi, ça a un impact. Donc ça, c'est différentes stratégies à réfléchir. On en avait déjà parlé aussi lors de sessions précédentes, mais ça fait aussi partie des informations importantes dans sa réflexion et dans sa prise de décision. Sécurité des données personnelles, ça c'est, je pense qu'il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Prestataire de confiance, là c'est important aussi pour eux. Et l'application mobile facile à utiliser, donc ça rien de particulier à dire là-dessus. Mais pensez encore une fois sur ce que je vous ai dit, les 6-7 principaux jusqu'à l'annulation flexible, pour moi ça va être on va dire vraiment les plus importants par rapport aux voyageurs. Le prix, le meilleur rapport qualité-prix, le site web si vous en avez un qui soit ergonomique, facile à utiliser, simple de passer à j'ai mon idée de séjour, je vois ton hébergement, je peux passer à la réservation facilement. S'il y a trop d'étapes, si c'est trop long, c'est chiant. Pas de frais cachés, donc ça je vous l'ai dit, pas se méprendre là-dessus. L'expérience antérieure, les notes et les commentaires positifs, les options de paiement, c'est des choses qu'on ne pense pas, mais qui peuvent avoir leur importance par la suite. Pareil, s'il réserve en direct, c'est comprendre aussi la clarté au niveau des options de paiement que vous allez lui offrir par la suite. Est-ce qu'il paye tout d'un coup? Est-ce qu'il paye un acompte? Voilà, c'est d'être clair là-dessus par rapport à tout ça. Et voilà. Et quatrième step, c'est l'étape d'achat. Quatrième step, donc l'étape d'achat. Par rapport à ça, bah, là, par exemple, qui a été posé lors de cette étude, la question, c'est bah, où les voyageurs ont-ils acheté un élément lors de leur dernier voyage? Bah, comme on voit, c'est agence de voyage comment dire, en principale source. Ensuite, ça va être les sites web ou applications de compagnies aériennes. Donc ça, c'est plus du coup pour les vols. Ensuite, ça va être le site web ou application de l'hôtel. Donc, ça peut être par exemple votre site internet personnel ou justement site d'hôtel, s'ils vont aller à l'hôtel. Et application de location de vacances, 13%. Donc, ça, juste information à titre informatif à partager. Mais dans l'idée que euh, c'est pour ça que c'est important de réfléchir à la mise en place, pourquoi pas, de partenariats et de promotion stratégique, justement, dans votre approche de la commercialisation, avec d'autres prestataires de voyage. Là, je vous invite à avoir cette réflexion avec un champ plus large, comme je vous l'ai dit. Ça peut être des prestataires de voyage, justement, qui peuvent être un boost pour attirer les voyageurs. Donc ça, encore une fois, on réfléchit encore plus lointain. On réfléchit pas qu'à son offre d'hébergement. On ne réfléchit pas que à la location au moment où le voyageur réserve, mais on réfléchit en amont avec cette idée-là. Moi, par exemple, je sais que qui peut être intéressant, justement, c'est au-delà du partenaire de voyage, c'est même faire, pourquoi pas, des partenariats avec des prestataires de location de voiture. Ça peut être ça aussi. Ça, je vous donne une idée comme ça, mais ça peut être ce genre de choses-là. Après, c'est comprendre aussi la réflexion dans la prise comment se passe la réservation du côté voyageur. Est-ce qu'il est plus sur ordinateur ou est-ce qu'il est plus sur mobile? Ça aussi, c'est important à maîtriser. Par rapport à ça, dans cette étude que j'ai analysée, il disait que c'est à peu près mitigé. Alors, ça dépend par rapport à ça. Ça dépend vraiment, parce qu'il y a une partie, en fait, qui peut être sur ordinateur et une partie sur mobile. Souvent, l'inspiration, enfin, quand ils vont comparer, quand ils sont dans la phase
recherche planification, ça se fait sur ordinateur. La phase de réservation directe, elle peut se faire sur mobile. Et ce que j'ai remarqué justement sur, comment dire, sur les réservations, on va dire classiques, et ça, vous avez cette donnée par exemple sur Booking, où vous avez l'habitude de réserver, enfin, comment fonctionnent les voyageurs quand ils réservent. Est-ce que c'est plus par mobile ou par ordinateur? Et ça fait la différence. Par exemple, quand vous allez mettre en place des promos bah, sur mobile, si vous voyez que vous avez plus de chances d'avoir des réservations par mobile, bah, autant mettre en place des offres spécifiques par mobile. Et c'est important de comprendre comment un voyageur réfléchit par rapport à ça. Et une, justement, mise à jour qui a été faite sur Airbnb qui est intéressante, c'est que, justement, quand on fait son aperçu d'annonce, on peut voir soit la version ordinateur, soit la version mobile. Et c'est important, du coup, d'avoir une version mobile qui soit, j'ai envie de dire, cohérente et pertinente, dans le sens où bah, votre qualité d'annonce doit être au top, aussi bien de manière visuelle sur ordinateur, sachant que on va pas forcément avoir comment dire, ce réflexe de regarder sur mobile, mais aussi bien, du coup, sur mobile, parce qu'un voyageur, il va regarder potentiellement les deux. Donc ça, c'est important de comprendre que vous devez avoir une qualité d'annonce qui soit optimisée sur ordinateur, c'est OK, mais également qui soit optimisée sur mobile. Pareil pour votre site internet. Donc là, c'est vraiment, je prends tout dans sa globalité. Et c'est important de comprendre aussi le côté fidélisation des voyageurs. À quel point c'est important pour eux, le côté fidélisation, parce que certains voyageurs, encore une fois, peuvent privilégier la marque plutôt que le prix par rapport à leur réservation. Donc là, je vous montre encore une fois des chiffres vraiment concrets par rapport à des voyageurs qui sont la considération justement des voyageurs par rapport à leur adhésion à un programme de fidélité, à quel point c'est important pour eux auprès de la marque. Donc par exemple, pour certains, on va dire une petite partie d'entre eux, c'est extrêmement important. Pour d'autres, peut-être pas. Mais on voit que de manière générale, plus de la moitié d'entre eux, c'est important justement auprès de la marque, faire une réservation auprès de la marque chez laquelle ils sont membres. Et certains, du coup, parmi eux, ils sont même prêts à payer plus pour réserver auprès de la marque dont ils sont membres. Donc on voit que bah, plus de la moitié sont intéressés par rapport à ça. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce que aujourd'hui, par exemple, sur le marché, si on prend enfin, si je fais le comparateur classique Airbnb, Booking, ben, on voit que Booking auront toujours plusieurs longueurs d'avance sur Airbnb parce qu'ils n'ont pas ce type de programme-là. Ils ont des programmes de fidélité, ils favorisent à fond les hôtes, par exemple. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'ils favorisent à fond le voyageur, ça c'est une idée reçue. Ils favorisent à fond les hôtes, ils mettent tout en place pour les hôtes. Mais par contre, en termes de voyageurs, c'est compliqué de fidéliser un voyageur auprès d'Airbnb. Moi, j'ai déjà vu les stats de fidélisation Airbnb, elles sont plutôt très faibles. A contrario, des plateformes comme Booking qui ont des programmes de fidélité, d'offres spéciales, etc., bah, les voyageurs continuent à réserver sur ces plateformes-là parce qu'elles bénéficient de tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé même de voir des personnes, je leur proposais même un tarif plus intéressant, vraiment, en passant par moi en direct. Ils me disaient, bah, je préfère passer par Booking parce que j'ai des offres promotionnelles, parce que je vais avoir des points en plus, parce que je vais avoir un cashback, par exemple. Et c'est là où c'est important de comprendre bah, la réflexion du voyageur par rapport à ça. Et justement, par rapport aux intérêts des avantages des programmes de fidélité. Là, je vous invite à réfléchir à ce que vous-même, peut-être, vous avez pensé à mettre en place. Si vous voulez générer des réservations en direct, c'est penser peut-être aussi à mettre un programme de fidélité à un moment donné. Si vous voulez faire en sorte de garder des voyageurs et les fidéliser par la suite. Donc, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est des réductions. Donc, pareil, quand je vous dis des réductions, tout ce que je vous ai déjà montré, ce qu'on met en avant par rapport par exemple, par rapport à Booking, les offres promotionnelles, le tarif, la stratégie avec le prix barré, bah, ça fait partie de ces stratégies-là, la réduction. Parce qu'il peut y avoir une réduction. Moi, ce que je vous invite entre guillemets, c'est enfin, ce que je vous invite à mettre en avant, c'est côté réduction, qui sont des fois pas forcément que ce sont des réductions peut-être artificielles. C'est une stratégie que vous pouvez utiliser, qui est totalement OK, où c'est pas forcément obligé de baisser vos prix, vraiment les brader. Moi, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut appliquer une stratégie où on met des tarifs très hauts, mais du coup, avec la réduction, bah, ça s'aligne au prix du marché. Mais du coup, il y a quand même une réduction. Ça va être l'accumulation, comme je l'ai dit, de points de récompense à valoir sur les prochains voyages. Donc, c'est ça aussi qui est important pour eux. Offre réservée aux membres spécifiques. Donc, avec comme ils mettent en avant, en fait, tout ce qu'ils mettent en avant, Booking, comment dire, les offres pour les membres privilégiés, etc. Le surclassement gratuit, qui peut être intéressant aussi pour eux. Les avantages et prestations et les accès prioritaires. Donc, tout ça, ça fait partie on va dire, de ce qui est intéressant pour les voyageurs dans leur programme de fidélité. Donc là, je vous donne juste déjà aussi des pistes de réflexion, soit appliquées, par exemple, sur les plateformes type Booking, si vous êtes présent dessus, ou alors sur votre propre, j'ai envie de dire, votre propre activité génération de réservation en direct, des idées que vous pouvez implémenter à mettre en place pour vous. Et ils vont privilégier du coup le côté fidélité
et familiarité avec les sites sur lesquels ils ont l'habitude de consulter versus le meilleur rapport entre le prix et l'offre. Vraiment, ils vont chercher à évaluer la meilleure valeur globale perçue par rapport à ça. Donc c'est vraiment un ensemble, c'est pas qu'une question de prix, c'est vraiment un ensemble complet de réflexion de la part du voyageur. Est-ce que c'est clair déjà par rapport à ce que je vous ai partagé? Dites-moi dans le chat maintenant, je vais prendre 30 secondes. Est-ce que c'est clair par rapport aux étapes, différentes étapes qu'on a vues? Je vous partagerai par la suite une idée, une réflexion de comment implémenter tout ça pour vous. Mais est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi? Est-ce que c'est des choses que vous avez peut-être mis en place, que vous n'avez pas forcément conscience que vous avez mis en place, mais que du coup, vous avez identifié que vous avez peut-être des leviers qui vont vous permettre de faire le pas par rapport à vos concurrents directs? Dites-le moi. Alors, je reviens un peu plus en amont. Alors, Magali, si c'est flexible et que ça réserve presque un mois, comment on peut changer le mode? Déjà, tout dépend de la plateforme, mais après, dans les conditions générales de réservation, tu peux faire ça. Mais si ça réserve presque un mois, alors soit, je suis pas sûr d'avoir compris ta question, peut-être me la reformuler. Euh, ouais, reformule-la parce qu'en fait, je suis pas sûr d'avoir compris et que ça réserve presque un mois avant. Presque un mois, comment on peut changer le mode? Je suis pas sûr d'avoir compris. Donc reformule si tu veux, je te répondrai. Mac me dit format 2, photo d'accroche sur mobile, sur Booking, c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est qu'une bande, par exemple sur mobile, sur Booking, mais quand tu sais l'utiliser efficacement, ça peut être puissant. Moi, par exemple, je sais que j'ai une stratégie avec des logements où, du coup, ok, il y a la photo, mais par exemple, il y a un encart et il est au milieu, et du coup, on voit les points forts du logement directement sur la photo au milieu. Donc, ça peut jouer aussi à ton avantage. Mais c'est là où il faut savoir, du coup, c'est là où c'est important, cette photo d'accroche, de comprendre que le côté centré, etc. Enfin, voilà, ça y joue. Effectivement, ça y joue. Franck qui me dit oui, très clair, c'est cool, parfaitement clair, parfait. J'essaie de fidéliser mes voyageurs récurrents par des petits cadeaux, brioches, etc. C'est cool. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, d'un levier. Et encore, cadeaux, brioches, c'est cool. Ça peut être intéressant du coup par rapport au kit d'accueil, j'imagine que tu dois mettre en place. Mais c'est réfléchir à quels sont les leviers que tu peux mettre après leur séjour. J'imagine que tu leur offres peut-être pas les brioches ou autres après leur séjour. C'est quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place pour les fidéliser pour la suite. C'est pour ça que je vous partageais tout ça tout à l'heure. Pour être sûr qu'il annule pas, j'imagine, au dernier moment. Ok. En fait, ça, c'est les conditions générales de réservation. Tu peux les moduler, tes conditions générales de réservation. Si tu es en annulation gratuite jusqu'à un certain moment, après les mettre avec un, comment dire, payer une partie et après soit des non remboursables. Donc ça, c'est des choses que tu peux paramétrer. Tu peux mettre des options différentes. Ça, t'as pas la main dessus. Et encore une fois, il faut prendre en considération que c'est pas 100% des, j'ai envie de dire, tu vas avoir des annulations et c'est normal. Il y a des gens qui réservent longtemps à l'avance, ils annulent, c'est normal. Maintenant, c'est de mettre en place, trouver le bon ratio entre ceux qui vont annuler et ceux qui vont pas annuler. Et ça se gère dans tes conditions générales de réservation. Très clair, instructif. J'avais déjà pas mal pris ça en compte, me dit Mac, et c'est nickel. Parfait. Donc c'est cool. Encore une fois, donc je vous inviterai, je vous partagerai comment implémenter ça par rapport à votre propre activité. Mais pensez que, encore une fois, vous maîtrisez ça, pour moi, c'est vraiment, vous avez les longueurs d'avance ultimes. Et maintenant, c'est simple. Qui sont vos concurrents directs? Parce que, en réalité, on pense souvent que les concurrents directs, ce sont les voisins. Ce sont vos concurrents qui ont des hébergements similaires, par exemple sur Airbnb, on va regarder aux alentours. Mais en réalité, eux, effectivement, ils font partie de vos concurrents directs parce que quand comment dire, un voyageur va réserver, par exemple, sur Airbnb, effectivement, il va comparer votre hébergement avec d'autres hébergements. Mais en réalité, j'aimerais vous extraire, encore une fois, de prendre les choses un peu plus lointaines, un peu plus macro, pour comprendre qu'en réalité, vos concurrents sont aussi bien des hôtels, des gîtes, des maisons d'hôtes, des campings, des résidences de tourisme. Pourquoi? Parce que ce sont tous des hébergements touristiques qui sont susceptibles de séduire un voyageur. Donc c'est pour ça que je vous parlais en amont de le côté inspiration, parce que dès le départ, un voyageur ne sait pas forcément vers quoi il va s'orienter sur son hébergement. C'est par la suite, dans sa réflexion, qu'il va affiner sa réflexion, qui va se dire peut-être que choisir un hôtel, peut-être que choisir un gîte. Ça va être aussi suivant son objectif de voyage, suivant ses habitudes, suivant son critère de confort qui va identifier quel type d'hébergement il va choisir. Mais encore une fois, aujourd'hui, vous êtes réellement en compétition, déjà avec vos voisins, effectivement, mais aussi avec ce type de structure d'hébergement touristique. Parce que quand vous faites l'activité de location courte durée, j'ai envie de dire,
c'est comment dire, c'est qu'une parcelle de l'activité du tourisme. C'est qu'un voyageur, quand il réfléchit vraiment à ces différentes options, mais qui vont être conditionnées par sa réflexion, son objectif de séjour. Pour vous partager un retour d'expérience personnelle, par exemple, il y a 2, 3 semaines, je suis parti à Marseille pour un déplacement professionnel et j'ai réfléchi à mon séjour à peu près un peu plus d'une semaine avant d'y aller. Ça s'est fait un petit peu à la dernière minute. 1 à 2 semaines avant, j'ai déjà réfléchi. Je me suis dit, OK, je vais réfléchir à mon transport, je vais réfléchir à mon type d'hébergement, mais je me suis dit, moi, je sais par rapport à ce que je veux, ça va être soit un hôtel, soit un appartement de type Airbnb. Mais du coup, j'ai comparé les hôtels, j'ai comparé les appartements, et je me suis rendu compte que bah, par rapport aux annonces que j'ai vues, par rapport aux offres, par rapport aux appartements que j'avais identifiés jusqu'à 7 jours avant mon arrivée, donc vraiment, j'ai pris 7 jours, peut-être 15, 30 minutes par jour, je regardais ce qui se passait sur les annonces, je voyais par rapport au prix, je voyais par rapport aux offres, je voyais par rapport à ce qui restait sur le marché, je voyais vraiment tout par rapport à ça, jusqu'à au final, bah, si j'avais vu le logement coup de cœur qui répondait à mon critère de rapport qualité-prix, emplacement et bah, expérience voyageur que je voulais vivre, bah, j'aurais pu réserver 3, 4, 5 jours à l'avance. Mais au final, vu que je me suis rendu compte que sur le marché, la plupart, j'allais dire 95% des annonces que j'ai vues, c'était plutôt amateur et j'étais plus dans l'idée de me dire, ouais, c'est plus un choix par défaut que par réelle envie d'y aller. Bah, je me suis dit, bah, je réserve à la dernière minute. Et au final, bah, j'aurais pu prendre un appartement, mais j'ai pris un hôtel parce que à la dernière minute, le jour de mon arrivée, le matin même, j'ai réservé l'hôtel, qui aurait pu être un appartement, mais parce que c'était on va dire, une des rares options qui me restait. Mais si en amont, le travail d'un hôte, il avait été fait où bah, j'avais des informations efficaces par rapport à mon séjour, par rapport à l'emplacement, par rapport à mon arrivée, par rapport à tout ça, bah, j'aurais réservé à l'avance et j'aurais réservé un logement de type Airbnb. Donc ça, c'est juste pour vous partager un retour d'expérience personnelle, par exemple, sur un voyage, comment dire, un voyage professionnel. Mais voyage de vacances, la réflexion va être différente. La durée de prise de décision va être aussi différente. Il peut y avoir des réservations longtemps à l'avance, d'autres qui vont réserver en dernière minute. Mais ça, encore une fois, ça dépend de pas mal de choses. Je regarde rapidement en commentaire, ça fait prendre en considération la plus-value et la valeur que l'on peut encore ajouter à nos LCD. Si on prend conscience que les gîtes, camping, hôtels et autres typologies d'hébergement sont aussi nos concurrents, effectivement, comme le précise Mike. Voilà. Donc comprenez que vous, l'objectif principal, c'est comment vous allez créer de la valeur aux voyageurs, pour les voyageurs. Comment vous créez de la valeur, comment vous facilitez sa prise de décision de séjourner chez vous. Et comme je vous disais au tout début, moi par exemple, ce qui a fait la différence, c'est que bah, inconsciemment, je l'avais mis en place. Mais au final, avec le temps, j'ai compris que bah, c'est ce qui faisait que bah, c'était facile en fait pour moi de générer des réservations, d'être loué au prix, même si j'étais au-dessus de la plupart de mes concurrents directs. Et c'est parce que j'avais réussi à mettre en place tous ces éléments qui font en sorte qu'un voyageur, au final, bah, du moment où il réfléchit à son séjour, il commence à regarder un peu partout, bah, il voit plusieurs fois mon annonce. Du moment où il réserve, bah, effectivement, il va réserver en priorité chez moi plutôt qu'un concurrent. Et du coup, maintenant, pour actionner le plan d'action, moi, avec ces informations, qu'est-ce que je mettrai en place et ce que je vous invite à réfléchir en termes de mise en place d'action, concrètement, bah, c'est aujourd'hui d'avoir une réflexion, c'est que vous n'êtes pas un hôte qui louait un appartement. Vous ne louez pas un appartement, vous louez une expérience et l'idée, c'est limite de vous transformer, j'aurais dû mettre des guillemets, en mini agence de voyage. Quand je vous dis que l'objectif, c'est de faciliter la prise de décision aux voyageurs, vous l'avez vu jusqu'à présent, à chaque fois, les voyageurs, ils vont sur les sites d'agences de voyage. Qu'est-ce qu'ils réservent? Le transport, l'hébergement. Donc, comment, à partir de là, vous pouvez vous dire, OK, un voyageur, il veut séjourner dans ma destination. Comment je peux faciliter sa prise de décision de réserver mon hébergement? Quelles sont les informations que je peux lui partager pour qu'il se dise, OK, en fait, il me donne tellement de valeur, d'information, de clarté dans son offre que, en fait, c'est naturel que je réserve chez lui. OK, il est un peu plus cher, c'est pas grave. Parce que j'ai tellement d'informations, je sais que je vais avoir de la confiance, je sais que ma réservation va se passer en toute sécurité, je sais que une fois que je vais réserver, peut-être que du coup je vais avoir les bonnes informations, je sais comment ça se passe au niveau de l'accueil, je sais comment ça va se passer durant mon séjour, etc. En fait, c'est simple, c'est fluide et c'est normal qu'ils réservent chez vous. Donc, première étape, c'est influencer les voyageurs en les inspirant. Donc là, quand il y en a qui réfléchissent justement à la stratégie peut-être d'utiliser d'autres canaux de visibilité, donc canaux de visibilité type réseaux sociaux par exemple. Si c'est peut-être une réflexion que vous avez, bah moi la réflexion que j'aurai aujourd'hui, c'est OK me dire réseaux sociaux c'est intéressant, mais plus du contenu d'inspiration. Je sais qu'ils vont pas forcément passer par Instagram, Facebook ou autre pour réserver, même si ça existe ou ça arrive, hein. Mais c'est comment je réfléchis à comment je me sers de mon canal de réseau social pour inspirer les voyageurs et commencer déjà à les mettre peut-être dans mon tunnel de réservation. Donc voilà, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle quand je parle de tunnel de réservation. Mais c'est vraiment l'idée de comment je crée, je mets
dans l'inconscient du voyageur, déjà lui mettre quelques graines pour qu'il se dise, OK, il voit mon logement, donc potentiellement par la suite, il va en reparler, il va peut-être l'enregistrer, il va garder ça au chaud, et par la suite, quand il va venir dans mon secteur, il va réserver chez moi. En vrai, c'est ça, c'est un peu l'idée ouais, de hacker en fait son subconscient, à se dire, voilà, faut être visible, on va lui donner de l'information, on va l'inspirer. Moi, c'est comme ça que j'utiliserai en tout cas aujourd'hui comment dire, les réseaux sociaux. Moi, par exemple, en termes de retour d'expérience personnelle, sur les réseaux sociaux, à un moment donné, j'ai mis en place une stratégie. C'est vraiment à l'époque où j'étais présent. Du coup, j'avais Facebook, j'avais Instagram, mais je l'ai pas trop développé. Et en fait, par exemple, contenu d'inspiration, au final, je m'en suis servi comme ça, mais je m'en ai pas forcément rendu compte sur le moment. C'est que je partageais des informations. J'avais mis en place aussi un partenariat avec un acteur local. Et par exemple, j'avais mis en place un jeu concours. Jeu concours pour gagner un séjour chez moi. Et en fait, le fait de gagner un séjour chez moi, bah, le fait d'avoir une visibilité, bah, certainement que ça a connecté avec d'autres personnes qui ont vu cette offre d'hébergement-là, qui l'ont enregistré dans leurs favoris, que par la suite, plus tard, ils ont réservé chez moi. Je n'ai pas la donnée par rapport à ça, mais j'imagine c'est possible en tout cas, que ça a influencé la prise de décision d'un voyageur. Il s'est dit, tiens, j'ai vu un hébergement qui est passé, qui a eu un jeu concours, son logement avait l'air intéressant, j'y ai participé, bah, j'ai pas pu y séjourner, mais du coup, bah, par la suite, je peux y séjourner. Avantage des réseaux sociaux, c'est ça, contenu d'inspiration, c'est OK. Par contre, c'est chronophage. Ça, c'est important à identifier. C'est que moi, j'ai fait à court terme cette stratégie. Si vous utilisez cette stratégie de réseau social, faites-le avec une stratégie, avec une vision moyen long terme. Parce que ça sert à rien d'être présent sur les réseaux sociaux et se dire, voilà, je vais faire 3, 4, 5 posts, quelques stories et laisser passer ça. Ou alors, vous avez une stratégie de Instagram, par exemple, c'est d'avoir une plateforme en mode vitrine de votre hébergement. Et après, c'est d'utiliser d'autres leviers pour rediriger vers voilà, contenu d'inspiration qui redirige par la suite vers votre site internet de réservation ou sur une autre plateforme si vous n'avez pas de site de réservation. Mais voilà, toujours penser à, OK, j'inspire, il passe chez moi, comment je l'amène jusqu'à, il me voit, il me connecte, il se connecte à moi par la suite. Ça peut être aussi récolter les mails des voyageurs pour ensuite les fidéliser par la suite, leur envoyer des séquences mails, etc. C'est ce que font les plateformes de réservation. Là, ce que je vous partage, c'est ce que fait Booking aujourd'hui. Airbnb, ouais, si, ils le font aussi, ils le font aussi. Ils envoient des mails de relance. Booking, pour ceux qui ont déjà expérimenté, une fois que vous faites une simulation de réservation, par exemple, vous allez quasiment au bout, vous faites spammer par leur pub pour vous dire, qui vous disent n'oubliez pas de finaliser votre réservation, ils vous renvoient des mails, etc. Donc ça, Ouais. encore une fois, c'est de la campagne de pub, mais à votre échelle, si aujourd'hui vous voulez vous émanciper des plateformes, ça va être le type de stratégie à mettre en place. Donc ça, c'est juste un axe de réflexion. Donc première chose, influencer, comme on l'a dit, la première étape, c'est l'influence. Donc comment vous influencez? Bah, utiliser notamment, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être faire des partenariats du coup avec les influenceurs qui vont venir chez vous, qui vont faire peut-être une vidéo, qui vont la repartager. Ça part de là aussi. Ça peut être une stratégie qui peut être mise en place au début, notamment pour un lancement d'activité. Faire venir quelqu'un, peut-être de connu, si vous avez un logement spécifique, atypique ou autre, que vous voulez lui donner rapidement de la visibilité. Bah, faites venir quelqu'un qui a de la visibilité, de la notoriété. Vous faites ses journées gratuitement chez vous, il fait un post, des stories, etc. Il diffuse ça sur les plateformes. Vous allez voir que naturellement, ça va peut-être créer de l'attractivité. Donc ça, c'est une approche à utiliser. Euh, je réponds rapidement à Kevin qui me dit, si tu as plusieurs logements, tu fais une page Insta, j'imagine, ou autre, une page installée ou autre par logement. Donc j'imagine que tu voulais dire Insta, confirme-moi, donc je vais te répondre par rapport à ça. Si tu as plusieurs logements, bah en fait, ça dépend. Si c'est tous les logements, ils sont au même endroit, oui. S'ils sont tous répertoriés sur un même site, oui. Sinon, ouais, c'est compliqué. Ouais, Insta. Moi, je dirais non, au plus simple, une page, mais tout dépend en fait de la vision, tout dépend de la stratégie. Parce qu'effectivement, si tu as des logements dispersés un peu partout en France, ça peut être compliqué, sauf si tu as tout sur un seul site. En fait, c'est tout dépend où sont répertoriés tes logements. Ou ça peut être une stratégie justement, contenu d'inspiration. Au contraire, tu peux mettre tout sur une page. Si c'est du contenu d'inspiration, justement, l'idée c'est qu'ils vont se dire peut-être que tu as plusieurs logements disponibles. Tout dépend après de ta stratégie de com derrière. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'aller un peu plus loin là-dessus. Mais moi, je te dirais, ouais, non, plus une page. À la limite, te prends pas la tête à faire plein de pages pour plein de logements. Non, je dirais une page, ça suffit. En tout cas, commence avec une page, après tu verras par la suite. Ensuite, deuxième étape, créer une offre d'hébergement irrésistible. Comme je vous l'ai dit, la base, c'est l'offre d'hébergement. Tout passe par la qualité de votre offre d'hébergement. L'offre d'hébergement, comme je l'ai dit, c'est décoration, équipement, service. C'est comment vous allez créer une offre qui est une singularité, qui fasse en sorte que le voyageur que vous allez cibler puisse se dire, OK,
j'ai de l'inspiration de voyage, je vais chercher mon transport, je vais chercher mon hébergement. Cet hébergement-là, bah, il correspond à ce que je cherche parce que il a une singularité qui se démarque du marché. Ça peut être justement à travers la décoration, les équipements, les services. Pour ça, il n'y a pas forcément, encore une fois, avoir besoin de faire de logements atypiques ou autres. Si vous voulez en faire, c'est très bien et ça marche très bien et c'est cool. Mais vous pouvez vous différencier sur d'autres choses. Mais cherchez à apporter une authenticité par rapport à votre logement, cherchez à trouver une singularité par rapport à votre offre d'hébergement. Et je parle bien d'offre d'hébergement, pas uniquement de votre logement. C'est pour ça que je parle toujours du package déco, équipement, service. C'est ça l'offre d'hébergement. C'est comment vous valorisez votre offre d'hébergement pour faire en sorte que le voyageur il se dise, OK, il y a peut-être des concurrents autour, mais lui, son logement, par rapport à ce qu'il me partage dans ce que je perçois dans ce logement, ça a tellement de valeur que je préfère aller chez lui plutôt qu'ailleurs. Qui réserve pas uniquement par rapport au prix. Et ça se passe par l'offre d'hébergement qui doit être irrésistible. Ensuite, c'est troisième étape, c'est se démarquer justement avec une annonce de top qualité. Donc l'annonce de top qualité, comme je dis, hein, photo, toujours photo professionnelle. Vous avez vu l'importance des photos. Quand je l'ai dit par rapport au retour d'expérience, par rapport notamment à la pub, quand ils font des pubs. Parce que ça aussi, par exemple, des plateformes comme Booking, ils font des pubs. Qu'est-ce qu'ils font quand ils font des pubs? Ils mettent des photos des hébergements. Donc si aujourd'hui vous avez des photos qui sont pas de qualité sur ces plateformes-là, bah, c'est pas votre logement qu'ils vont mettre en avant. Donc pensez à ça, qualité des photos, le titre, la description, le tarif attractif, comme je vous dis, avec les offres promotionnelles, donc pas forcément obligé de brader vos prix, la stratégie du prix barré, ça suffit. Mettre en avant les sites d'intérêt à proximité. Mettre en avant, justement, quand je parle de sites d'intérêt, et c'est là aussi que ça fait la différence, que de ce que je vois, 95% des autres ne font pas ça. Je vous ai dit, transformez-vous en mini-agence, dans le sens où un voyageur, il vient sur votre annonce, vous montrez les sites d'intérêt à proximité, mais en fait, là, vous l'inspirez déjà pour son voyage. Il a déjà réfléchi à l'inspiration. Il voit votre annonce, il dit, OK, j'avais déjà réfléchi un peu à ça. Là, il me donne encore plus de tips par rapport à ce que je peux faire, par rapport à la distance de l'aéroport, de la gare, des transports en commun. Ça fait partie, encore une fois, de la partie des transports. Mais par rapport tout simplement au site d'intérêt qu'il peut voir par rapport à son séjour. Là, vous allez l'aider à planifier son séjour en avance. C'est ça qui fait la différence. Et en mettant justement toutes les actions par rapport à ça en amont, bah, vous augmentez des chances d'être réservé. Encore une fois, vous allez mettre du plus. Il réfléchit en plus, en moins. Est-ce que cette offre d'hébergement, elle m'apporte que du plus, que du plus, que des plus? Et il va comparer en face, est-ce qu'il y a des moins? Quels sont les moins par rapport à ça? Est-ce que la note, elle n'est pas fou, mais est-ce que je peux me contenter de cette note pour réserver? Est-ce que j'ai vu passer qu'il manque peut-être une information qui est une information, mais est-ce qu'elle est vraiment capitale pour moi ou pas? En fait, il va comparer constamment par rapport à ça. Quatrième step, c'est être omniprésent. Donc, quand je parle d'omniprésent, c'est diversifier ses canaux de visibilité. Donc, pour ceux qui aujourd'hui sont présents que sur Airbnb, par exemple, ou qui avaient l'idée de mettre justement soit que Airbnb, Booking, c'est OK. Et comme je l'ai dit, pas obligé d'être partout. Pour moi, l'idée, ça sert à rien d'être partout. Moi, au début, je l'ai fait, j'étais présent sur vraiment partout. Airbnb, Booking, Expedia, Hotel.com, TripAdvisor, etc., Abritel, enfin tout. J'étais présent partout. Au final, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que bah, déjà, il y avait 20% des plateformes qui me rapportaient 80% des résultats. Et en fait, à côté de ça, j'avais identifié qu'il y avait deux, trois leviers que j'avais réussi à optimiser qui me permettaient de générer des réservations en direct. Donc, c'est la réflexion que je vous invite à avoir. C'est pour ça être omniprésent, mais par rapport à votre clientèle cible. Ça sert à rien d'être présent partout. Réfléchissez à votre clientèle cible pour identifier quels sont les canaux de visibilité qu'il va utiliser. Par exemple, tout à l'heure, on était avec Johan là-dessus, qui a un gîte, grand gîte, qui peut accueillir du monde, qui aujourd'hui est présent uniquement sur Airbnb. On a juste fait une simulation de taper une requête sur Google. Mais en fait, rien que par rapport à ça, on a identifié qu'il y avait d'autres supports de visibilité qu'il aurait pu utiliser à ce jour, qui lui auraient permis de certainement générer plus de réservations, boucher ses trous actuels, qu'il a OK assez de réservations avec Airbnb, enfin une partie de réservations avec Airbnb, mais que les trous potentiellement qu'il a aujourd'hui peuvent être comblés du coup par ces autres sites qui sont spécifiquement dédiés à son type d'hébergement. Et ça, c'est dommage parce que peut-être qu'il a perdu plusieurs mois, plusieurs années, qu'il n'a pas mis en place son annonce sur ces plateformes-là. Mais maintenant, je sais qu'il va le faire, n'est-ce pas, Johan? Tu vas mettre Ouais, en ouais. place cette stratégie. Surtout pour une recherche Google, tu vois. C'est ça, c'est que au final, un voyageur, il va pas directement que sur Airbnb ou que sur Booking Ouais. réserver son séjour. Comme je l'ai dit, c'est là où c'est important de comprendre que la réflexion, elle se passe en amont. C'est qu'il compare tout le temps, c'est qu'il réfléchit, il teste, il check, il demande à son avis à quelqu'un, il va sur Instagram, il va sur Facebook peut-être, il va sur Airbnb, il va sur Booking, il va aller sur son site, un site personnel, il va taper sur Google. Il utilise tout ça. Maintenant, c'est comprendre, maintenant que vous avez compris ça, c'est d'être OK avec, pour moi, comme je l'ai dit, Airbnb, Booking, c'est la base. C'est pas être présent pour être présent. Présent, c'est être présent et utiliser les leviers pour apparaître en tête des résultats de recherche. C'est ça qui fait la différence. Ne soyez pas sur ces plateformes-là pour faire joli.
Je lui ai dit, OK, Airbnb Booking. Non, moi, je ne dis pas Airbnb Booking, c'est être dans le top 10% des hôtes sur Airbnb Booking. C'est ça l'objectif. Ne soyez pas présent pour être présent. J'insiste là-dessus parce que ça fait une grande différence. Quand on voit, justement, comme je le disais au tout début, comment dire, les hôtes Airbnb qui se plaignent, les super hôtes qui n'ont pas de réservation, bah, ils s'adaptent pas à l'algorithme, en fait. L'algorithme, il évolue constamment. Donc, la plateforme, elle évolue constamment, l'algorithme, il évolue constamment. Mais au final, tu peux être super haute ou pas super haute, si tu t'adaptes pas à ces canaux de visibilité pour comprendre leur mécanisme, leur algorithme, la réflexion voyageur, bah, en fait, c'est normal que tu disparaisses des résultats de recherche. C'est totalement normal. Et on peut pas en vouloir aux plateformes. C'est s'adapter. Une autre plateforme que je partage, par exemple, qui n'a rien à voir avec le domaine de l'hébergement touristique, mais par exemple, une plateforme comme YouTube. Moi, de ce que je constate, c'est que j'ai l'impression que son algorithme change constamment. Ce qui s'applique sur YouTube, ça évolue constamment. Les gens changent de stratégie, de technique, ça change constamment. Mais les gens, ils vont pas se plaindre qu'ils n'ont plus de vues sur leurs vidéos, ils ont juste à s'adapter à l'algorithme s'ils veulent avoir plus de vues, de visibilité, par exemple, pour les personnes qui sont présentes sur YouTube. C'est exactement la même chose. Les canaux de visibilité évoluent. Instagram, ça évolue. Facebook, ça évolue. Tout évolue. Donc, soyez, comment dire, à l'aune de ce qui se passe sur le marché, comprenez votre voyageur, comprenez le modèle de réflexion générationnel dans la prise de décision, parce que la manière de réfléchir d'une personne qui a entre, on va dire, 20 et 30 ans va pas être la même qu'une personne qui a entre 50, 60, 70 plus. Donc c'est comprendre, encore une fois, pourquoi j'insiste sur le côté clientèle cible, c'est que du moment où vous comprenez vraiment votre clientèle cible, c'est ça qui fait tout, c'est ça qui vous ouvre toutes les portes. Et comme je l'ai dit, donc par rapport à la quatrième étape, d'autres leviers, Internet, Google, des partenariats locaux, c'est ce qui va vous aider à maîtriser tout ça. Et cinquième étape, comme j'ai dit, bah, pour favoriser la prise de décision voyageur, c'est mettre en avant la bonne affaire. Comme je l'ai dit, la bonne affaire, c'est le côté tarif, ça y joue, c'est important le tarif, mais pas être le moins cher pour le moins cher, c'est le meilleur rapport qualité-prix et comment je mets en avant une offre irrésistible avec la stratégie du prix barré, avec la qualité de l'annonce, les informations que je partage, que le voyageur se dise, OK, là j'ai tellement d'informations, j'ai tellement de valeur par rapport à cette annonce que, OK, il est peut-être un peu plus cher que le marché, mais je sais que je suis en confiance. Vous l'avez vu, tout ce que je vous ai partagé avant, il a besoin de confiance, il a besoin de sérénité, il a besoin de se sentir du coup, ouais, en sécurité, il a besoin de voir des bons avis voyageurs, il a besoin de tout ça. Il a besoin de tout ça. Donc voilà, donc je vous ai partagé vraiment le plan d'action. Enfin, pour moi, il est clair, il est efficace, il est concis. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ne cherchez pas simplement à modifier le prix, ne cherchez pas simplement à modifier la photo. Prenez du recul, voyez votre stratégie dans sa globalité, réfléchissez encore une fois à l'avance, comportement du voyageur, quels sont les leviers à mettre en place, comment je sectionne par rapport aux actions que j'ai à mettre en place, l'offre, l'annonce, le marketing de l'annonce, les conditions générales de réservation, le prix, l'expérience voyageur, c'est tout ça qui fait vraiment la différence. Est-ce que c'est OK, clair pour vous? J'ai fini avec la session, je vais passer aux questions-réponses maintenant s'il y en a, par rapport à tout ce qu'on a vu. Ben, Steven, moi, si je peux te permettre, si je peux faire part de ce qu'on a vu tout à l'heure, mon objectif, d'avoir, comme je t'ai expliqué, que mon calendrier soit réservé 6 mois à l'avance, l'année d'avant. Donc, ou voire 3 mois, ou là, on est sur 3 mois aujourd'hui. Mais voilà. Et là, tu as vu, j'ai même des réservations un an à l'avance. Donc, par rapport à la stratégie tarifaire, pourquoi louer moins cher, plus cher, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de mettre les conditions fermes en tant que voilà super hôte, grand logement pour moi, pour éviter les agréments, les annulations. Et aussi, vous avez une promotion de 10% si vous annulez pas, si sur Airbnb par exemple, dans le cas contraire. Donc moi par expérience, ben voilà, moi juillet août, ben c'est réservé, mettons février mars, fin février, voilà juillet août, il faut que ça soit complet quoi. C'est mon objectif personnel. Après, si les gens ils veulent attendre bloquer et ouvrir à la fin, voilà, c'est propre à eux. Mais moi, comme on a vu tout à l'heure, et tu as vu par expérience, voilà, moi, il y a 20 couchages. Donc, les personnes, ils arrivent pour un événement. Ils viennent pour un événement, que ce soit pour sportif, un événementiel. Donc, ils vont réserver à l'avance et ils vont pas annuler ces gens-là. Ça, c'est sûr. Ça peut arriver. Mais là, pour l'instant, c'est ce que j'ai mis en place, ça marche bien. Donc, faut pas avoir de crainte là-dessus. Voilà. Mais depuis que j'ai mis mes conditions fermes sur Airbnb, ben ça les a pas fait peur puisque j'ai eu des réservations. Alors. Et un point important, il y a la stratégie aussi d'accroche clientèle française ou européenne, voire étrangère. Donc, il faut savoir si vous voulez cibler. Voilà, faut se mettre dans la peau du personnage du voyageur français et du voyageur étranger.
Donc Mm. c'est deux choses différentes. Donc voilà, parce que Complètement. dans les maisons de vacances, ben on a plus de Français à 90%, c'est des Français. Mais justement, et ça dépend les secteurs, ça dépend la manière dont tu commercialises ton hébergement. Toi, tu es justement, dans un cas spécifique par rapport à Ouais, ton offre d'hébergement. Et pour revenir sur ta réflexion de 6 mois à l'avance, encore une fois, comme je te disais, ça, c'est ton positionnement. Mais là, de ce qu'on voit, par exemple, là, concrètement, j'ai montré les chiffres qu'un voyageur, là, c'est un panel, c'est une étude qui a été faite. Même si encore une fois, même s'ils viennent à beaucoup, ils vont potentiellement réfléchir peut-être 3 mois avant d'arriver sur le secteur. C'est la moyenne. Moi, je trouve 3 mois. 3 mois à l'avance, c'est bien. 6 mois, ça peut être longtemps. Après, si c'est les prix et que tu es OK avec les prix, c'est très bien. 6 mois, il y a moyen que, en réalité, pour moi, encore une fois, c'est que moi, et on n'a pas creusé les tarifs, on n'a pas regardé par rapport aux concurrents ce qu'ils proposaient, justement, mais certainement que les concurrents, peut-être, sont plus chers que toi, et du coup, ils se disent, bah, je préfère réserver chez lui parce qu'il est moins cher, et je préfère le prendre 6 mois à l'avance. Mais ça, c'est ce que je t'invite du coup, à regarder quand tu vas faire ton étude de marché par rapport à tes concurrents. C'est oui, quoi bien le sûr. prix, du coup, sur leur secteur-là, pour ceux qui proposent du vin couchage. Et là, tu verras, ça se trouve, ils sont à 1 000 € la nuit. Quand toi, tu as 700, bah, Ouais, naturellement, ils vont prendre chez toi. Et là, du coup, ouais, tu vas bah pouvoir oui, réajuster. ouais, Mais voilà, tu te compareras de toute façon par rapport au marché, et c'est ça bien qui sûr. fera vraiment, vraiment la différence. Mais merci en tout cas pour ton partage d'expérience et tes éclaircissements par rapport aux options possibles, notamment par rapport à Airbnb. Et toi, tu es dans un cas justement particulier avec 20 couchages qui va attirer du coup des familles, des groupes. Et effectivement, vu qu'ils doivent se mettre longtemps, on va dire, en coordination, c'est Ouais, normal qu'ils participent plus se à l'avant. concerter. C'est ça, tout à fait. Et moi, Kevin, si je peux faire part d'une expérience qui est ok, totalement opposée, du coup, ok, en ce carrément. qui me concerne. Vas-y. Tu vois, moi, à l'inverse de toi, j'avais souvent peu de réservations pour la période estivale en étant dans le secteur de Montpellier-la Grande Motte. Donc, grosse saisonnalité juillet-août. Et j'avais tendance à pas avoir de réservations, pas beaucoup de réservations en juin, mais plutôt à rassurer les propriétaires en leur expliquant que c'était plutôt une bonne stratégie parce que concrètement, ça allait réserver à la dernière minute et au prix. Et en fait, c'est ce qui se passait chaque année. Et donc chaque année, j'avais les propriétaires qui me contactaient au mois de juin en me disant, Mike, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de résa. Donc je leur disais, soyez heureux, c'est au contraire la meilleure des choses que je peux vous souhaiter, tu vois. Et concrètement, la saison dernière, par contre, il y a eu une grosse baisse de fréquentation. Personne s'y attendait. Et tu vois, la stratégie que j'ai eue, tout le monde a baissé ses tarifs et ils n'ont pas eu plus de réservations pour autant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas baissé les prix, je les ai laissés plus élevés que le marché, comme je faisais les années précédentes. Et j'ai juste baissé mon minimum de nuitées et j'ai rempli tous mes calendriers avec des séjours de 2 3 nuitées à des tarifs genre au moins 2 fois au-dessus du marché, tu vois. Ok, Donc, tu vois, après, ça reste ça, comme disait Steven, ça dépend aussi des secteurs, des typologies de logement, du marché, de la saisonnalité. Il y a plein de choses à prendre en considération, quoi. exactement. Et tu vois, là, pour appuyer dans ton sens, moi, je sais que par exemple, sur ma typologie de logement, c'était le même type de stratégie que j'ai par rapport à toi, qui fait que on sait que dans des secteurs justement à forte attractivité, que tu sais que tu vas avoir une saturation quelque part du marché, que tu as un logement qui va être fortement demandé, en fait, tu n'as pas de question à te poser sur la dernière minute, tu sais que ça va être loué. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Tous les logements, justement, parce que c'est souvent des amateurs qui viennent sur le marché, du coup, tous ceux qui font la loc en mode amateur, qui mettent les prix à l'arrache, bah, ils partent vite du marché, mais ils restent potentiellement les plus chers. Et ceux qui ont, on va dire, qui vont proposer une meilleure qualité en termes d'offres d'hébergement, certainement ce que tu as mis en place toi aussi C'est derrière, ça. qui fait Ouais, que bah, tu es loué naturellement. Tu es loué naturellement parce que tu offres un logement de qualité. Certes, c'est plus cher, mais du coup, tu es loué parce que tu apportes de la valeur derrière aussi. Donc, exactement. donc je comprends. Et ouais, même mode de fonctionnement par rapport à ça. Top, merci pour ton retour, Mike. Kevin Avec qui plaisir. disait, perso, j'ai pris contact avec une décoratrice d'intérieur pour monter en gamme et améliorer l'expérience. Parfait, je vais également revérifier l'ergonomie de mon site internet. Je crois que j'ai passé une question. Ouais, j'ai passé une question. Juste pour revenir sur Kevin, bah top, tu vois, moi pareil, retour d'expérience perso entre ma première et ma deuxième année. Première année, j'étais avec un logement type un peu appartement témoin, décoration vraiment neutre en fait, neutre. J'étais dans un logement, on va dire, moyen de gamme, bas du moyen de gamme, on va dire. 3 étoiles, mais pas ouf. Et en fait, en améliorant la qualité de la décoration, des équipements, des services, en fait, l'offre d'hébergement, bah, je suis monté en standing, j'ai pu monter en prix et en fait, le retour sur investissement, il se paye rapidement derrière. Et même par rapport au type de clientèle qu'on va attirer, c'est pas la même non plus. Donc rien que par rapport à ça, donc c'est une bonne démarche que tu fais, Kevin, en améliorant la qualité de standing de ton hébergement, tu augmentes la valeur intrinsèque, mais aussi la valeur perçue, et tu vas avoir des résultats par la suite, c'est sûr. Fabienne qui disait, donc super clair, comment s'adapter aux évolutions de l'algorithme? Bah, en vrai, c'est de voir comment. Moi, ce que je fais, c'est que je me compare, enfin, je me mets en mode voyageur. Au moins une fois par mois sur la plateforme, je fais une simulation de réservation et je vois ce qui se passe. Et suivant, en gros, ce qui se passe, qui est mis en avant sur l'annonce, enfin, sur le moteur enfin, sur les résultats de recherche,
bah, je cherche à identifier bah, c'est quoi peut-être les points de différenciation, comment je vais m'adapter à ça. Et après, c'est directement aussi dans ton interface. C'est voir, tu vois, un truc tout simple que personne, la plupart des gens ne font pas. Moi, je le fais à peu près, on va dire, une fois par trimestre en général. C'est checker la liste des équipements. Ça peut être la liste des équipements ou autre, parce que suivant les plateformes, elles sont mises à jour. Elles sont mises à jour peut-être une fois par trimestre, peut-être plus, peut-être moins. Mais si vous ne checkez pas rien que tout la liste des équipements que vous avez, bah, vous perdez déjà en visibilité. Et rien qu'Airbnb, avec le temps, ils ont rajouté des équipements, ils se calent de plus en plus au modèle Booking, par exemple, où ils rajoutent de plus en plus de cases à cocher. Mais si vous n'avez pas toutes les cases cochées, par exemple, bah, déjà rien que ça, bah, vous perdez déjà potentiellement en visibilité. Donc ça, c'est qu'un détail hein, par rapport à l'algorithme, mais après, c'est comprendre aussi ce genre de choses. Aurélie qui disait, cette année, j'ai plus de réservations en avance. Alors, je sais pas si j'ai plus ou j'ai plus de réservations en avance et j'ai doublé mon tarif, donc c'est mieux que l'année dernière pour l'anticipation. 2 ans d'expérience LCD, ok, ok, plus de réservations, ok. J'ai beaucoup amélioré ma visibilité cet hiver avec la création d'un site sur Facebook, ok, et Google Maps. Très bien, bah, c'est cool si tu performes et c'est une très bonne chose. Et donc, ouais, le fait d'avoir peut-être diversifié ta visibilité, peut-être monter en gamme tes prix, donc ça paye et c'est parfait, c'est top. Excellent, excellent, Ouais. excellent. Si je voulais rajouter quelque chose, en fait, j'ai augmenté mes prix cette année par rapport au JO. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté. Moi, je suis obligé de louer 7 jours minimum, juillet-août. Donc j'ai augmenté voilà ma semaine, mon nombre de jours à la semaine, j'ai augmenté de voilà de 15%. Et du coup, ça les a pas fait peur, quoi. Mais rien à voir avec les épreuves olympiques. C'est des voyageurs lambda. Voilà. Ok. Donc Ouais, parce que toi, tu n'es même pas dans un secteur où il y a les JO qui se passent, non? voilà, il y a pas d'épreuve. Par contre, j'accueille des équipes pour l'entraînement. D'accord. Là où tu as été au Daguet, il y a le pôle aviron. Voilà. Ok, ouais, je vois. Ok, ok. Donc, il y a Bah, des équipes, c'est il y a des équipes étrangères qui accueillent des sportifs. Voilà. D'accord, bah, c'est intéressant. Ok. Ok, là par rapport à ce que je vous ai partagé, encore une fois, hein, l'idée c'est vraiment que, si je fais une synthèse globale rapide pour finir, euh, pensez, encore une fois, mettez-vous, la clé, c'est de vous mettre à la place du voyageur. Vous ne pouvez pas réussir dans la location courte durée si vous ne vous mettez pas à la place du voyageur. Sortez de votre, ne soyez pas trop émotionnel par rapport à votre hébergement et mettez-vous vraiment à la place du voyageur dans sa prise de décision. N'hésitez pas à simuler des réservations, identifier par rapport aux différents profils, d'avoir de la clarté dans votre offre. Et c'est simple, c'est toujours le même schéma. C'est offre, l'annonce et la stratégie de visibilité, l'expérience voyageur qui prime. Donc, mettez en place tout ce qu'il faut et réfléchissez aux différents leviers que vous pouvez appliquer dans votre activité pour que vous pousser au max, hein. Parce qu'au final, c'est ça, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de la performance, pas que, ok, le côté performance, mais faire en sorte d'avoir ce meilleur retour pour vous, rentabilité, expérience voyageur et optimisation de votre temps. Et l'idée, c'est qu'en mettant ça en place, bah, certains, vous allez avoir longtemps des réservations à l'avance, peut-être certains d'autres en dernière minute, mais c'est pas grave parce que vous avez une maîtrise du truc. Vous avez une maîtrise de l'écosystème, vous avez une maîtrise de la stratégie. Et en termes de sérénité d'esprit, ça vaut tout. Ça vaut tout. Donc voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Pensez à mettre ça en place et voilà, visez le côté, encore une fois, l'excellence, visez le top 10% de votre secteur. Et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats par la suite. Encore une fois, ce que vous faites, c'est un vrai métier. Développer les compétences, connaissances nécessaires parce que c'est pas sur de l'impro. Ça peut prendre un minimum de temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça travaille pour vous. Pensez à ça, c'est que ça travaille pour vous, et vous, enfin derrière, vous avez juste, entre guillemets, à encaisser et voilà, gérer le relationnel voyageur ou autre. C'est tout. Euh, Question de Mike, rapidement. Comment expliquerais-tu la débandade des JO? Tout le monde pleure à Paname, on dit ouais. Mais c'est marrant, et moi, c'est clair que ça me fait rire parce que, enfin, personnellement, j'ai réfléchi un peu à la question, qu'est-ce qui fait que ça a floppé pour certains? Parce que effectivement, pour eux, pour la plupart des loueurs, ça va être entre guillemets, le casse du siècle pour ça. Mais je pense que c'est juste une question d'offre et de demande. Bah, il y a eu moult offres. La demande, bah, elle était peut-être pas aussi proportionnelle à Ça. l'offre. Et Et puis ajoute tous les Franciliens qui partent en vacances et qui louent leur logement pendant les JO. En bah, plus des propriétaires lambda qui louent habituellement, tu vois. c'est ça. Je pense qu'il y a eu Déjà explosion de ça. l'offre. Et au final, bah, les gens n'ont pas abusé sur les prix, ils se sont fait certainement réserver longtemps à l'avance. Et ceux qui pensaient booster fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 sur leur prix habituel, bah, ils se retrouvent emmerdés. Donc, j'ai envie de dire, c'est Mais je quand pense le qu'il y aura JO? quand même beaucoup moins de voyageurs que prévu. Ah ouais, c'est quand exactement les dates?
De toute façon, je pense qu'ils arrivent un petit peu avant quand même, tu vois, il doit y avoir des préparatifs. Donc, je considère qu'à partir de début juillet, ça doit commencer à arriver, quoi. Mais là, d'après le marché, d'après les retours que j'ai, les échos que j'ai, tout le monde brade les prix en ce moment, tu sais. Ouais, mais et oui, après, il y a brader les prix, parce que s'ils sont mis à 3 fois le prix du marché et Ouais, que, c'est ça, bien sûr. ils bradent pas les prix en réalité, c'est qu'ils se mettent au prix Non, du ils marché. bradent pas. Ils Hmm. baissent les prix. Ouais, ouais, mais je veux dire, ils se Hmm. mettent à la valeur réelle du marché. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est que tu peux mettre, enfin, comment dire, c'est pas cohérent de mettre un prix hors marché ou de louer justement 4 à 5 fois plus cher que d'habitude si tout le monde est à un prix, on va dire, stable. Donc, quelque part, le vrai prix pour moi, c'est le prix du marché. Ceux qui pensaient louer beaucoup plus cher, bah, ils ont tenté, et pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont Oui, tu réussi tentes rien à rien, hein. voilà, qui ont réussi à louer. Mais si c'est là où, c'est ça qui fait la différence, c'est que si tu comprends comment fonctionne le marché, bah, normalement, ouais, non, enfin, il y a pas. Et effectivement, bah, je pense là où Airbnb était bon, c'est qu'ils ont tellement influencé les gens à mettre leur logement sur le marché qu'il y a eu un pic de l'offre et que, Hmm. bah, du coup, et en plus de ça, c'est que j'imagine que les voyageurs n'ont pas réservé que sur Airbnb parce qu'il y a les hôtels aussi. Bah, ils ont peut-être Bien réservé sûr. dans les hôtels. Peut-être que les Puis, hôtels comme je te dis, hein. élevés. Comme je te dis, tu as énormément c'est la période où tout le monde se casse en vacances, donc ils ont loué leur résidence principale en parallèle, ils ont mis ça sur Airbnb, et comme tu dis, l'offre et la demande, bah là, ça le fait pas, quoi. Ouais, mais de toute façon, c'est constamment comme ça. Après, à voir justement en dernière minute comment va se comporter le marché par rapport peut-être aux voyageurs qui vont venir, justement. Peut-être que les étrangers qui viennent pour les épreuves, ils vont plus réserver en dernière minute aussi. Ça Euh, me surprend, mais mais j'aurais moi, plutôt pensé qu'ils auraient réservé plutôt à l'avance, quoi, tu vois. justement, Genre, tu dois me dire, si t'as plus, imagine, tu veux réserver, t'as plus de place et t'as une épreuve dans un mois. c'est clair, c'est sûr, c'est chiant. Mais justement, tu vois, le comportement voyageur, moi, ce que je dirais, enfin, ce que ça me permet d'interpréter comme information, c'est qu'un voyageur, il s'est dit, bon, je vais réserver 2 mois à l'avance. Au final, 2 mois à l'avance, il voit que, en fait, il y a 1000 offres sur le marché. Il dit, Ouais, bon, ouais, bien sûr, bien sûr. ok, tranquille, Il se met pas la je reviens pression. dans un mois. Un mois Bien après, sûr. il revient, il y a encore 1000 offres sur le marché. Mais il se dit, ok, bah, en fait, j'ai le temps. Ouais, Et bien sûr. il attend, justement, il va voir peut-être l'évolution du marché. Et je pense que communément, en tant qu'humain, on va se dire, bah, si les prix sont élevés, on va peut-être attendre peut-être que les Ouais, prix bien vont sûr. baisser en dernière minute. Bien sûr. Bah, surtout qu'en fait, tous les athlètes, de toute façon, ils sont logés, hein, ils passent pas par des Airbnb, hein. Oui, oui. Et c'est Donc, pas les athlètes qui vont réserver sur Airbnb, c'est justement bien c'est sûr. les familles, les supporters, c'est plus les Bien sûr, bien supporters sûr. qui vont réserver. Bien sûr. Ouais, donc ouais, non, par rapport à ça, c'est vrai que non, mais c'est intéressant en tout cas comme Non, j'aime bien, expérience. tu sais, l'attente de tout le monde, tu sais, c'était genre, on va s'en mettre plein les C'est poches clair, cette année, et tout le monde, et là, ils sont tous en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, moi je trouve que c'est un mal pour un bien, dans le sens où effectivement, bah, les gens pensaient se gaver. Au Ouais, final, ouais, bien augmenter sûr, bien le sûr, bien prix, sûr. c'est ça, sans augmenter derrière en plus la valeur, enfin, Bien sûr. il n'y a pas. Donc, Ah, bien sûr, bah non. ouais, t'as même des conciergeries qui se sont créées pour faire la gestion juste pendant les JO, tu sais. Ouais. Ils ont cru qu'ils allaient se gaver, au final, bah, ouais, c'est clair. Ouais. Bon. Bon, bah, merci en tout cas. Bah, avec plaisir. Et Mylène qui disait, pour le moment, je suis Booking, j'ai du mal à paramétrer mes propositions, changer les prix, ajouter le ménage, mettre en avant les repas que je propose à l'arrivée. Euh, je comprends, l'interface Booking, enfin, pour moi, c'est un peu j'allais dire un détail, mais c'est vrai que de prime abord, si tu as commencé sur Airbnb et que tu passes après sur Booking, c'est pas très intuitif. Moi, je préfère aujourd'hui Booking, c'est la plateforme sur laquelle je passe le plus de temps et que je préfère et qui, je trouve la plus simple et la plus optimale pour gérer sa LCD. Mais en soi, ça se paramètre. Je sais pas si tu es dans l'académie ou pas, Mylène, mais ça, je le partage dans le module dédié sur Booking. Et enfin, l'idée, c'est que tu peux optimiser Booking efficacement. C'est pas une plateforme, c'est juste passer un peu de temps dessus et en vrai, c'est simple. En plus, c'est la plateforme où il y a le plus de stats. Enfin, vous voyez, par rapport à tout ce que je vous ai partagé, là, je vous partagerai pour ceux qui sont intéressés le rapport que j'ai décortiqué pour comprendre aussi par rapport au français comment ça fonctionne parce que c'est un peu différent. Mais les statistiques, enfin, c'est mathématique, comme je dis toujours, la location courte durée, c'est mathématique. Vous avez des chiffres en plus de ça sur Booking, Airbnb, ils commencent à essayer de partager des chiffres. Il y a que ça c'est prédictible en fait. Votre réussite, elle est mathématique. Vous avez juste à regarder les chiffres, quoi améliorer suivant certains points spécifiques et appliquer en fait. Appliquer et il n'y a pas de raison que ça marche. Yes. Mike ouais, qui confirme. Choqué, Booking, c'est de la bombe quand c'est maîtrisé. Efficace. Et effectivement. Yes, top. Bon, messieurs, dames, je vais pas vous retenir plus longtemps. Super session.
Donc voilà, encore une fois, moi je vous invite à servez-vous de ce que je vous partage là pour appliquer à vos locations parce que, encore une fois, hein, il y en a qui vont se plaindre. Il y a trois catégories. Il y a ceux qui vont se plaindre, il y a ceux qui vont se batailler et il y a ceux qui vont avoir des résultats de manière prédictible. Faites partie de ceux qui vont avoir des résultats de manière prédictible en appliquant ce que je vous partage là. Euh, j'ai envie de dire, il y a pas grand-chose de nouveau. C'est quelque chose que vous peut-être savez ou peut-être pas, mais appliquez. Vraiment, c'est ce qui fera la différence. Il y a ce qui disait c'est plus long, Aurélie, ouais, c'est plus long à mettre en place, mais après c'est le top, effectivement. C'est long, ça peut être un peu fastidieux, mais derrière, comme je vous dis, agence de voyage en ligne, ça fait la diff. Top, bon, merci à tous, et je vous dis à très bientôt dans un prochain live, par là, ou à bientôt. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée. Bonne nuit. Ciao.